nouvel épisode de votre podcast des Birdies plein la tête. Durez vos projets, du projet à l'action et de l'action au succès. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Louis Wallace, qui nous reçoit virtuellement chez lui à Paris. Bonjour Louis. Salut Théo, salut Franck. Tu es coach PGA France depuis plus de 12 ans, notamment installé au golf de Paris-Longchamp. Tu es coach certifié TPI et Trackman niveau 2, spécialisé en Vision 54, qui est de la préparation mentale, spécialisé Dave Phelps pour le petit jeu et putting, et spécialisé dans le fitting de clubs de golf. Alors, on parlera de tout ça plus tard dans l'interview. Tu étais devant, hein, parce que tu m'as pas dit que tu étais au courant de tout ça. Tu étais parti dans l'enquête. Et tu es ambassadeur de Heritage Golf Club, Golf Resort et de Taikei State Food Joy. C'est ça, ouais, Taikei State Food Joy, ouais. Et, last but not least, tu es fondateur du web média Wallace Golf Academy, où tu crées des vidéos d'enseignement, en particulier de la technique de golf, mais aussi sur les aspects physiques et mentaux qui sont très importants. Oui, ouais, complètement. On t'a vu dernièrement interviewer beaucoup de joueurs du Tour européen et intervenir sur des plateformes comme le Journal du Golf. On va reparler de tout ça, mais comme à notre habitude chez les Birdies plein la tête, on va revenir au tout début. Donc déjà, on va commencer par ton nom, Louis Wallace, qui, je ne suis pas très expert, mais ce n'est pas tout à fait. Voilà. Ça fait pas très français. Ouais, non, je suis d'origine anglo-saxonne par toute ma famille qui est anglaise. Mon père est anglais et donc il a eu son diplôme, il a été éduqué en Angleterre et puis ensuite il a déménagé en France, à Bordeaux. C'est là où il a commencé. Il est arrivé en France, il ne parlait pas un mot de français et il a commencé à enseigner le golf à ce moment-là à Bordeaux. Et c'est là où je suis né. Et puis ensuite, on est parti de Bordeaux à Paris, au sud de la France, là où j'ai appris à jouer au golf. Mais moi, j'ai grandi entre les deux pays. J'ai grandi entre la France et l'Angleterre. J'ai la double nationalité. J'ai représenté l'Angleterre en basket. Donc, j'étais au niveau national quand je jouais au basket. Donc, j'étais sportif de haut niveau. Avant de me dédier 100% dans le golf, j'étais basketteur semi-professionnel à l'âge de 16 ans, où j'ai évolué en National 2. Et puis en même temps, j'ai joué les championnats d'Europe avec l'équipe d'Angleterre. Donc, les fondations, enfin, l'Angleterre est bien dans ma peau, mais en même temps, avec la France, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis revenu à plein temps en France. Et donc, j'habite ici et j'adore ce pays. Et j'essaie de prendre le meilleur des deux cultures. D'accord. Et donc, tu as dit que tu étais basket, donc ça veut dire que de base, on peut souvent cette question, tu es sportif, compétiteur ou golfeur? Les trois. Les trois. Les trois, je pense qu'il y a pas, tu peux pas être un sans l'autre. Je pense qu'un sportif est un compétiteur. Tu peux être un compétiteur face à un adversaire ou face à toi-même. Et c'est là où j'ai eu la beauté de découvrir les deux cultures dans les différents sports. Un sport collectif à travers le basket où on est face à un adversaire et donc l'objectif, le résultat final, c'est de battre l'adversaire à la fin d'un match et de mettre plus de points que l'adversaire. Donc, l'approche mentale et l'approche du sport est très différente que le golf, hein, que je considère qui est du coup un sport individuel, même si les sportifs de haut niveau sont accompagnés aujourd'hui comme une équipe. Donc, ils ont vraiment une équipe entourée autour d'eux sur tous les aspects de la performance qu'on évoquera sûrement tout à l'heure. Mais ça reste quand même un sport où on se retrouve sur un parcours où je considère qu'on est plus face à soi-même et on a plus de temps pour être face à soi-même. Le basket, c'est un sport qui va très, très vite. On n'a pas trop le temps de réfléchir, c'est très dynamique. Les décisions sont prises à l'instinct. Et le golf, c'est un sport où il faut mélanger ce côté instinctif et s'écouter soi-même et en même temps d'avoir la capacité sur un parcours qui dure entre 4 et 5 heures, dépendant avec qui vous jouez. Du coup, tu peux te retrouver à être confronté à des choses sur lesquelles tu n'es pas forcément confronté dans un sport collectif. Donc, du coup, les deux sports sont hyper intéressants. Mais je considère quand même que le golf est vraiment le sport de vie. Donc, c'est vraiment un sport de vie et on apprend tellement de choses sur le golf qui peuvent nous aider dans la vie et vice-versa. Et donc, du coup, j'ai pris une réelle claque quand je me suis mis à 100% dans le golf parce que ça m'a permis d'ouvrir mon horizon sur pas mal de choses qui peuvent nous permettre de jouer notre meilleur golf sur le parcours. En termes justement de pratique et de compétition, le golf a commencé tôt ou est-ce que vraiment la jeunesse c'était le sport, le basket et le golf est venu après en tant qu'activité de compétition? Ma première photo de sport, je suis sur un putting green où je crois que j'ai 2 ou 3 ans. Mon père m'a mis un putter dans les mains sur un green.
Pour la petite anecdote, ma mère, en fait, qui travaillait à l'époque où mon père enseignait, ma mère travaillait au Pro Shop, parce qu'à l'époque, les pros avaient aussi les Pro Shops. Et donc, ma mère travaillait derrière l'accueil et j'étais dans le berceau, derrière le Pro Shop. Donc, j'ai pratiquement passé les premières années de ma vie dans un Pro Shop, euh, d'où j'ai développé mes capacités de communication et de marketing. Peut-être, j'en sais pas. J'allais dire, c'est plus proche du Marquez que du green, là, pour le coup. D'accord. Ouais, j'étais derrière le Pro Shop, mais en même temps, mon père m'amenait évidemment sur les parcours. Dès que je pouvais commencer à marcher, j'avais un club dans les mains. Et en fait, non, le golf, ça a été mon premier sport. Le golf, ça a été mon premier sport jusqu'à l'âge de 11-12 ans, où je participais à toutes les compétitions juniors, qui s'appelaient à l'époque les compétitions Chippy. Donc, c'était vraiment tous les juniors, 7, 8, 9, 10 ans. Et puis après, je me suis mis au basket à 11-12 ans parce que je voulais découvrir quelque chose tout seul. Je voulais trouver un sport auquel mon père n'avait jamais touché, auquel voilà, toute ma famille connaissait absolument rien. Et je voulais en quelque sorte trouver un peu mon identité à travers un nouveau sport. Et j'ai eu beaucoup de chance d'aller à la rencontre du basket à travers un ami qui est devenu en fait ma passion première. C'est comme quand tu rencontres une femme et tu tombes amoureux. C'est la passion, c'est incroyable, c'est cette sensation-là pour le sport que j'ai reçue dès le plus jeune âge, à 11-12 ans. Et puis à partir du moment où j'ai découvert le basket, je ne pouvais plus le lâcher. J'avais un ballon de basket dans ma main du matin au soir. Je me réveillais le matin, je pensais au basket. J'allais me coucher, je pensais au basket. Mon père me ramenait les cassettes vidéo à l'époque. Donc Théo, toi, tu ne connais pas, mais à l'époque, il y avait des cassettes vidéo que mon père me ramenait des États-Unis où je regardais les matchs de basket, où j'étudiais le basket à la télé. Puis c'est à l'âge de 13-14 ans où j'ai intégré ensuite la meilleure équipe de la région au basket, qui était hier Toulon-Var. Et puis avec cette équipe, on est devenu champion de France à l'époque de 14 ans en junior. Donc j'ai été champion de France avec cette équipe-là. Et c'est ensuite où j'ai été recruté en équipe nationale d'Angleterre. Donc j'étais en centre de formation de l'âge de 14 ans jusqu'à mes 18 ans. Et puis donc du coup, l'investissement pour me permettre de devenir le meilleur basketteur que je puisse devenir m'a amené à malheureusement mettre le golf un peu de côté pendant cette période de 12 ans jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, j'avais un choix en fait de partir soit à l'université aux États-Unis pour poursuivre le basket ou soit de me mettre dans le golf. Et en fait, à 18 ans, j'ai décidé de faire une sorte de rétrospection et puis j'ai décidé de créer vraiment ma vision sur le long terme. Et c'est là où j'ai réalisé que le golf, que j'allais pouvoir avoir un meilleur avenir dans le golf. Et surtout, j'ai réalisé que le golf était un sport qui me convenait mieux par justement ce côté, pas individuel, je n'ai pas envie de dire ça parce que c'est le mauvais mot dans un bon contexte, mais c'est le côté face à soi-même, quoi, que j'aimais beaucoup. Parce qu'au basket, j'adorais prendre mes responsabilités. J'adorais être le joueur qui avait le ballon à la dernière minute pour scorer le panier pour gagner le match. Et je prenais toujours ces responsabilités-là. Et la chose qui me frustrait énormément au basket à cet âge-là, c'est que je ne contrôlais pas tous les éléments. Je ne contrôlais pas mes adversaires, je ne contrôlais pas le coach qui des fois faisait des systèmes que tu ne comprenais pas. Enfin, et ce n'est pas des choses négatives, c'est juste que du coup, j'ai compris qu'à cette période-là dans ma vie, à 18 ans, j'avais besoin de maîtriser tous les éléments et le golf était le sport qui m'a permis de ressentir ce besoin. Et donc, tu n'as jamais eu de rêve de gloire, par exemple, pour le basket, d'aller jouer dans la NBA avec Ouais, LeBron? la NBA, la NBA, j'en ai rêvé de l'âge de 12 ans jusqu'à 17. Évidemment, quand j'avais 13-14 ans, ça a été l'objectif premier, tu vois, d'aller vraiment le plus haut possible en termes de professionnel. Et puis malheureusement, j'ai connu des expériences dans le basket qui m'ont un peu… tu vois, je suis tombé amoureux du basket à l'âge de 11-12 ans et j'ai un peu… cette passion est petit à petit partie sur mes 2 dernières années de l'âge de 17-18 ans. Je commence à perdre un peu la flamme, pas par mon amour du jeu, mais par les expériences que j'ai pu connaître. Et donc, du coup, c'est là où j'ai réalisé que j'avais besoin de connaître un chemin différent. Et le golf était à la réponse, même si le golf, à l'époque, à ce moment-là, je n'aimais pas plus jouer au golf que jouer au basket, j'aimais plus jouer au basket. Mais le golf m'apportait les éléments que je recherchais à cette période-là dans ma vie. Et donc, pour moi, de partir aux États-Unis face à un sport où j'avais un peu des doutes sur la longévité de ce que j'allais pouvoir faire, du coup, je me suis dit, j'ai préféré anticiper à ce moment-là et de me mettre à fond dans le golf. Et je crois qu'à 18 ans, je ne suis pas certain, mais je crois que j'étais 15 ou 16 d'index. Donc, je viens de loin, quoi. À 18 ans, normalement, quand tu veux passer pro, les mecs à 18 ans, ils sont moins 3, moins 4 d'index, 0 d'index. Enfin, tu vois. Et donc, à 18 ans, j'étais peut-être entre 10 et 15 d'handicap, peut-être même plus, peut-être 15 ou 17. Je suis rapidement descendu à 2 d'handicap. Enfin, rapidement, ça m'a pris quelques années. Mais, et à l'âge de 22 ans, j'ai décidé
d'intégrer en fait le pôle de formation pour devenir coach de golf, hein, parce que j'ai réalisé que si tu veux, à travers le golf, il y a quelque chose qui me plaisait énormément, c'était le fait de pouvoir faire progresser les autres, le fait de pouvoir améliorer le jeu et de voir le plaisir que les autres pouvaient prendre à travers des conseils que tu pouvais donner et de voir à quel point ce sport qui est complètement dingue parce qu'il rend les amateurs fous, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, tiens, j'ai réalisé que je prenais beaucoup plus de plaisir à coacher qu'à jouer, tout simplement. Et donc, vient là, tu vois, tu comprends la réalisation par mon amour pour le basket. J'ai connu un sport où j'étais vraiment impliqué à 100% dans le jeu. Et quand je suis arrivé dans le golf et j'ai vu que je n'avais pas ce même amour, j'ai vu que je n'allais pas avoir le même investissement. Et donc, je pars du principe que quand on veut exceller à quelque chose, si vraiment on veut devenir un expert dans un domaine, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et donc, c'est pour ça que la priorité pour moi, ça passe par l'amour de faire quelque chose. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parce que si tu aimes ce que tu fais, tu peux vraiment devenir un expert parce que tu ne compteras pas les heures. Tu ne compteras pas les heures sur une journée. Tu ne seras pas là en train de dire 17 heures, ça arrive quand? Là, j'en ai marre, je vais rentrer à la maison. À travers ce confinement, je me suis retrouvé à travailler plus d'une journée, enfin, tu vois, plus de 10 à 12 heures par jour sur les lives que j'entreprends avec les joueurs que tu as cités, sur la préparation de ces lives, pour offrir la meilleure expérience possible à l'audience, les amateurs qui nous regardent, parce que c'est quelque chose qui me passionne. La performance au golf, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, du coup, je ne compte pas les heures. Et quand tu ne comptes pas les heures, c'est vraiment là où tu peux exceller. J'ai juste un petit retour, parce que tu as mentionné hier Toulon-Var. Donc, ta jeunesse était dans le sud. Ouais, j'ai mon père qui a eu l'opportunité en fait de créer une académie de golf à Sainte-Maxime, donc dans le sud de la France, juste à côté de Grimaud, Saint-Raphaël, Saint-Tropez. Et donc du coup, il est parti de Paris, je crois que c'était début des années 90, donc j'avais 5 ou 6 ans. Et il est arrivé quand le golf a ouvert. Donc quand le golf a ouvert, je ne sais plus quelle année, 90-91, le golf de Sainte-Maxime a ouvert. Le propriétaire a demandé à mon papa, qui était à l'époque bossait beaucoup aussi, lui, dans sa grande époque avec les médias. Et il a créé une des premières émissions de golf en France qui s'appelait L'heure du golf à l'époque, qui passait sur France 3. Et donc, du coup, voilà, lui aussi participait comme moi aujourd'hui un peu avec les médias. Et puis, quand il a eu l'opportunité d'aller créer une académie de golf à Sainte-Maxime, bah, du coup, il a pris les valises, les enfants, et puis il a dit, OK, on va là-bas. Et puis, depuis ce moment-là, eux, ils résident toujours là-bas. Donc, c'est un peu ma deuxième base. À chaque fois que je peux aller en vacances, je retourne toujours chez mes parents à Sainte-Maxime parce que c'est un endroit formidable. Et c'est là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où j'ai appris à jouer au golf. Donc, j'ai beaucoup d'attaches au sud. Ouais. Et donc, parallèlement, on n'en a pas parlé, mais… Un londonien qui est sudiste, c'est bizarre ça. Hein. Ouais. Mais enfin, la boucle se boucle. Et ouais, on n'a pas du tout parlé. Et parallèlement à tout ça, tu parles 18-22 ans. Les études, c'était quoi? Ça s'est passé comment? Les études, c'était la vie. C'était la vie. À 18 ans, quand j'ai voulu me mettre au golf, j'ai dit à mon père, écoute, papa, voilà, j'ai envie d'arrêter le basket, j'ai envie de prendre le golf. Il m'a dit, super. OK. Et après, je lui ai dit, OK, écoute, il y a des grands prix cette année. Je voudrais participer à tel grand prix, ça va coûter tant. Il m'a dit, OK. Et donc? Et je dis, bah, je sais pas, il me faut un peu d'argent et tout ça. Il me dit, OK, comment on va faire? Parce que moi, je te donne pas, moi, je vais pas te donner de l'argent pour financer tes tournois. Tu vas le créer par toi-même. Donc, tu vas apprendre toi-même à aller chercher le nécessaire pour aller financer tes tournois. Et ça a été la meilleure leçon de vie que mon papa a pu me donner. Parce que du coup, ce que j'ai commencé à faire à l'âge de 18 ans, c'est organiser des tournois dans le but de pouvoir aider à financer mes tournois que je faisais, donc les grands prix auxquels je participais. Et donc, ça m'a appris à démarcher des sponsors, ça m'a appris à démarcher des magasins. Je suis allé dans ma ville, à Sainte-Maxime, et je suis parti démarcher une dizaine de boutiques en leur disant, voilà, j'organise un événement, c'est pour financer mon tournoi, est-ce que je peux avoir quelques lots pour la remise des prix? Ça m'a appris la puissance de la communication, comment communiquer, comment s'améliorer quand on prend un rejet ou quand on prend une porte et on dit non, ça ne m'intéresse pas. Et donc, tout ça, je ne l'aurais jamais appris si mon père ne m'avait pas donné le courage d'aller chercher ce qui ne m'était pas donné. Oui, challenger, voilà, de rendre possible quelque chose. Voilà. Et donc, cette école-là était beaucoup plus importante que les 6 années d'école que j'avais vécues auparavant, où j'avais fait des études en Angleterre et en France. J'avoue que je n'étais pas le meilleur de la classe, ça c'est clair et net, je n'étais pas le premier. Mais en même temps, c'est parce que je n'étais pas intéressé par ce que je faisais. Et donc, je connais mes points forts, je connais mes points faibles, et je sais que quand je n'aime pas quelque chose, honnêtement, je ne vais pas devenir bon dans ce domaine-là.
parce que je ne vais pas passer beaucoup de temps. Et donc, du coup, à l'école, malheureusement, je n'ai pas connu les sujets qui m'ont vraiment interpellé. Le meilleur sujet qui m'a interpellé en Angleterre, et c'est là où j'étais vraiment bon, c'était la psychologie. Donc, tu vois, dès le plus jeune âge, j'ai développé des envies d'aller découvrir la psychologie du sport. Et donc, j'avais une superbe prof qui a été la meilleure prof que j'ai jamais eue à l'école à l'âge de 16-17 ans en Angleterre, qui m'en a appris, qui a été ma première découverte de la psychologie. Mais quand j'ai arrêté mes études à l'âge de 18 ans, je suis tout de suite rentré dans le domaine de l'entrepreneuriat, le mini-entrepreneuriat, parce que c'était pas une grosse entreprise, hein, c'était loin de là, mais c'était apprendre à se débrouiller et surtout apprendre que personne ne va rien te donner si tu vas pas à toi aller chercher les choses. Et je pense que ça, c'est une notion importante pour les personnes qui nous regardent, peut-être les parents ou les enfants qui ont des objectifs de jeu. C'est que pour moi, c'est tout aussi important d'apprendre aux juniors en même temps de développer des habilités pour devenir un bon joueur de golf s'il a envie d'être sportif professionnel dans sa carrière. C'est aussi d'apprendre en dehors du sport que les choses ne lui sont pas dues. Il faut absolument aller chercher ce que tu veux et personne ne va te taper sur la porte. Les lives que je fais aujourd'hui avec le journal du golf, ça part de 10 ans de relation où quand je suis arrivé sur Paris, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Fred Schmidt, qui était le PDG, qui est toujours le PDG du Journal du Golf. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je voudrais bien te rencontrer, je voudrais bien que tu saches qui je suis, ce que je fais. Et ça, c'était en 2010-2011. Et juste une introduction, sans rien demander. Et puis, on est là 10 ans plus tard, où maintenant, je suis un des consultants coach du Journal du Golf, en train de faire des choses quotidiennes avec eux et en train de pouvoir collaborer avec les meilleurs joueurs au monde. Tout ça, c'est parti de mon initiative d'aller le chercher parce qu'il y a 10 ans, je n'étais pas le coach que je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, il faut aller taper sur des portes et il faut aller chercher ce que tu veux. Mon père adore quand on entend une confirmation de ce qu'il me répète depuis des années. Toujours. Et les papas adorent quand ça vient de quelqu'un d'autre aussi, parce qu'en général… Encore mieux quand ça vient de quelqu'un d'autre. Il m'enchaîne? Oui. Juste une question. Pendant les années de 18 à 22 ans, tu as fait la transition vers l'enseignement, mais quand tu as dû aller chercher des sponsors, c'était uniquement pour descendre à 2 d'index pour devenir enseignant? Ou est-ce que tu as eu des petits rêves de devenir un joueur professionnel? À ce moment-là, je faisais des grands prix, je voulais vraiment jouer professionnellement au golf. J'avais des envies d'aller jouer sur le circuit. Mais en fait, j'ai réalisé que ces envies étaient aveuglées par ma réelle envie. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, j'ai assez de recul pour dire ouvertement que le golf n'a pas été le sport que j'ai adoré pratiquer le plus autant que le basket. Et donc, à partir du moment où quand j'ai pris du recul et que j'ai commencé à comprendre les éléments de la performance et ce qui fait un champion, j'ai réalisé qu'en fait, quand je jouais au golf, j'aimais ça, mais c'était plus comme un amour de meilleur ami, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'aimais ça, mais j'étais pas in love avec le jouer au golf. Parce que je suis in love dans le coaching au golf et dans la performance. Ça, j'adore. Mais du coup, en prenant du recul, je comprends aujourd'hui que quand j'allais m'entraîner, peut-être que je ne m'entraînais pas autant ou je ne jouais pas autant qu'un joueur qui est aujourd'hui sur le circuit européen. Et ce n'est pas parce que les niveaux sont différents. Enfin, si, les niveaux sont différents, mais le niveau est différent parce que l'investissement n'est pas le même. Je pars du principe que la réussite, c'est 20% de talent, 80% de travail. Mais les 80% de travail doivent venir par 100% d'amour pour ce qu'on fait. Et donc, du coup, moi, j'étais juste, voilà, je n'étais pas investi à 100% dans le jeu et j'avais toutes les choses de mon côté. J'avais un papa pro et un très bon pro qui m'a donné toutes les bonnes bases pour réussir. Mais la plus grande réussite qu'il m'a donnée, c'est d'avoir les bases pour réussir dans n'importe quel domaine de vie à travers justement ces encouragements qu'il a pu avoir. Donc, ce que j'ai pu apprendre en allant chercher des sponsors pour les tournois que j'organisais pour pouvoir financer mes saisons, parce qu'à ce moment-là, je voulais devenir joueur professionnel. En fait, ces moments-là m'ont aidé aujourd'hui dans ma façon de pouvoir démarcher justement tout ce que je démarche, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Ces moments-là, quand j'étais jeune, m'aident aujourd'hui dans tout ce que je fais. Donc, ça a été des leçons formidables. Et je vais juste encore une dernière question sur cette transition. Comme c'était vraiment une réelle passion, enfin, je peux comprendre, moi, c'est mon cas avec le golf, mais toi, c'était avec le basket. Comment c'était juste parce que tu t'es dit que tu allais pouvoir mieux en vivre le golf que tu as fait la transition? Que le basket? Ouais. Je ne me suis pas posé cette question-là. À l'époque, à 18 ans, est-ce que je vais gagner plus d'argent au golf que le basket? C'était vraiment une question de qu'est-ce qui
qu'est-ce qui me convient le plus maintenant. Et comme je reviens tout à l'heure à tout ce que le golf offre comme chose en dehors de l'aspect financier, toutes les traits de caractère que le golf développe à travers la patience, tu vois, que tu peux apprendre sur un parcours de golf, la persévérance, la détermination, le calme, tu vois, enfin, toutes ces choses-là que je n'avais pas connues à travers le basket, qui était un sport beaucoup plus dynamique, offensif, agressif, où il fallait absolument battre l'adversaire, même des fois écraser, tu vois, il y avait cette envie de devoir écraser l'adversaire, parce qu'entre 14 et 18 ans, tu connais pas, tu n'as pas toutes les notions de la performance et de ta personnalité. Donc à l'époque, c'était vraiment je dois battre l'autre. Et à 18 ans, quand j'ai recommencé à jouer au golf, j'ai découvert des choses que je n'avais pas au basket et ça m'a vachement intrigué. J'étais très curieux et je me suis dit, tiens, j'ai envie de développer un peu plus cette avenue-là plutôt que le basket. Donc à ce moment-là, ce n'était pas un aspect financier. Non. Et tu n'as jamais eu de regrets, au moins dans ces années-là, des moments où tu dis ah mince, le basket me manque, ce serait peut-être mieux ailleurs en train de La m'éclater. seule chose qui me manque au basket, c'est de pouvoir jouer devant une foule. J'adorais en fait au basket les matchs, j'adorais la préparation des matchs, arriver, tout ce qui était échauffement avec de la musique, avec l'esprit d'équipe qu'il y avait, avec toute cette adrénaline qui commence à monter petit à petit que je ne ressens plus aujourd'hui parce que je suis dans une phase de coaching où on ne ressent pas les mêmes éléments, même si les différents éléments sont tout aussi forts, mais c'est différent. Et donc, quand tu es sportif, tu ressens des choses que j'ai ressenties à travers le basket ou quand j'ai fait les championnats d'Europe et j'ai pu jouer devant 3 à 5 000 personnes sur des stades dans des pays différents. J'ai pu aller dans des pays comme la Pologne ou comme la République tchèque ou voyager aux États-Unis pour faire des camps de basket. Et tu vis une adrénaline qui est vraiment qui est addictif. Et donc, du coup, c'est cette chose-là qui me manque, le fait de pouvoir rentrer sur le terrain et d'avoir toute la foule qui applaudit et quand tu marques. Et, tu vois, il y a toute cette chose qui manque. Ça me manque aussi de charrier l'adversaire, tu vois. Ça, c'est des choses que, tu vois, aujourd'hui, on n'a pas trop dans le golf, tu vois. En anglais, on appelle ça bullshitting, excuse-moi pour l'expression, mais c'est vraiment de pouvoir voilà, s'amuser avec l'adversaire et d'être un peu taquin. Ce côté-là qui me manque aussi, mais c'était une période dans ma vie où, on va dire, j'étais un peu plus moqueur qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est des sensations dont je me rappelle qui sont très, très fortes. Les sprints, les allers-retours, les tours de stade, toutes les choses qu'on ne voit pas en match, les heures que tu passes à côté. Je dirais que la deuxième chose qui manque, parce que je suis en train de repenser maintenant à toutes les heures où je m'entraînais, en fait, je dirais que la chose qui me manque, c'est probablement les heures que je passe avec mon papa. Parce que mon papa, en fait, a installé un terrain de basket dans notre maison quand il a vu à quel point j'étais passionné par le basket. Quand il a construit notre maison à Sainte-Maxime, il a fait en sorte qu'il y avait un taille de basket à taille réelle avec suffisamment de place où je pouvais m'entraîner. Et je rigole pas quand je dis qu'il n'y a pas une journée qui est passée entre l'âge de 13-14 ans jusqu'à mes 18 ans où j'étais à la maison, parce que souvent j'étais à l'étranger, mais à chaque fois où j'étais à la maison, il n'y a pas une journée qui est passée sans que j'ai passé minimum 1 heure à 2 heures sur ce panier avec mon papa qui était là avec moi juste pour récupérer le ballon, me redonner le ballon, récupérer le ballon, prendre le ballon. Il prenait sa chaise, il me regardait m'entraîner. Et il faisait ça tous les jours. Donc ces moments-là, avec les matchs, c'est probablement les 2 moments qui me marqueront jusqu'à la fin de ma vie pour le basket. Ouais. Alors donc à 22 ans, la parenthèse est refermée, en tout cas le chapitre est vraiment refermé. Tu rentres, tu démarres ta carrière d'enseignant. Tu l'as fait toute ta formation à quel pôle? J'ai eu beaucoup de chance de la faire au Golf National. Beaucoup de personnes à ce moment-là m'ont dit, mais Lewis, pourquoi tu ne fais pas la formation avec ton père qui est pro de golf? Parce que j'aurais pu avoir cette opportunité-là à l'époque. Et en fait, c'était très important pour moi. Pareil, quand j'ai commencé le golf, donc tu vois, je suis en train de comprendre qu'il y avait un lien aussi. Je n'avais jamais fait le lien avant, mais au basket, je l'ai eu à 11-12 ans. J'ai voulu un peu me lancer de mes propres ailes dès le plus jeune âge. À 22-23 ans, j'ai voulu aller au Golf National. Et j'ai pris ma voiture à l'époque avec ma couette dans le coffre. Et je suis monté, j'ai dormi dans un appartement qui était vide. C'était l'appartement d'un pote qui était propriétaire de cet appartement, mais il était vide parce qu'il était en train d'essayer de le vendre. Et j'ai dormi dans un appartement par terre avec ma couette. Sur les 2 premiers jours, j'ai fait les tests d'entrée au Golf National. Je suis allé au Golf National, j'ai passé mes tests. Et en fait, ils t'annoncent le lendemain, quand tu fais tes tests, je ne sais plus si c'est comme ça aujourd'hui, mais 2 jours de test. Et le lendemain, tu retournes au National.
Et le soir, tu arrives et puis là, il y a marqué l'affiche, il y a marqué où tu es situé, dans quel centre. Parce qu'en fait, tu peux dire que tu choisis le national, mais dépendant de tes résultats de test, tu vas être plus ou moins aller dans un autre pôle ou dans un autre centre de formation, pardon. Et donc, du coup, moi, j'ai choisi le golf national, mais je ne savais en aucun cas si j'allais être sélectionné au golf national. Donc, du coup, je suis monté avec ma voiture, je me suis dit, ça va le faire. Mon dossier pour te raconter, alors je ne devrais peut-être pas le dire, mais il n'était même pas complet à l'époque, donc ils ont été super gentils. Ils m'ont permis une semaine supplémentaire. Je crois qu'il me manquait un truc enfin, il manquait un élément que j'ai donné une semaine après, mais j'ai fait ces 2 jours, j'ai vu que j'étais pris au national. J'ai fini ces 2 jours à dormir par terre dans l'appartement de mon pote qui était vide. J'avais acheté un McDo le soir d'avant, tu vois, je me rappelle comme si c'était hier où j'avais mon ordinateur, le McDo et j'étais par terre sur l'appartement vide de mon ami. Et la chance que j'avais, c'est que j'avais été pris parce que tu sais, ta formation au national. Et après, en parallèle, tu choisis un club où tu peux effectuer le reste. À l'époque, c'était 2 ans, c'est pas un an. Et j'avais été pris au Paris International Golf Club, qui est aujourd'hui un des clubs les plus exclusifs de France. Et à l'époque, c'est grâce à Dominique Laretsch. Donc là, pour le coup, mon papa m'a beaucoup aidé. Il m'a mis en relation avec Dominique Laretsch. On s'est appelé, il a appelé mon papa aussi. Et puis donc, du coup, j'ai réussi à rentrer au Paris International. Et dans le contrat, j'avais négocié de dire, voilà, je viens au Paris International, mais il me faut un logement, il me faut une chambre. Et donc, du coup, ils m'ont dit, OK, pas de problème. Et donc, si tu veux, quand je suis monté au national, je ne savais pas si j'allais faire demi-tour, retour en sud de la France, ou si j'allais passer et donc, du coup, monter au Paris International. Heureusement, je suis passé. Je suis monté au Paris International et là, ma chambre m'attendait. Et puis, j'ai passé 2 ans de formation ensuite pour avoir mon diplôme. Ouais. Et donc, tu as passé ton diplôme de Pro PGA France. Oui. Ouais, c'est BPGEPS en fait. C'est pas, tu deviens pro PGA France quand tu as ton brevet. Ensuite, tu peux avoir le choix d'intégrer la PGA France par je ne sais pas si on peut appeler ça une licence, mais c'est un membership annuel. Et donc, je suis pro PGA France depuis 2007 parce que quand tu intègres la formation, je me suis trompé, mais tu peux directement intégrer la PGA à partir du moment où tu es inscrit en tant qu'élève moniteur. Et puisque du coup, mon papa était pro PGA britannique, lui, pour le coup, depuis son plus jeune âge, c'était absolument naturel pour moi que de suite dans la continuité, de m'inscrire auprès de la PGA et devenir pro PGA. Et où est venu ton intérêt pour les certifications Trackman, TPI? Alors ça, c'est venu par cette soif que j'ai commencé à développer de devenir meilleur. En fait, donc quand j'ai su que je voulais coacher, c'est pas arrivé tout de suite, je te l'avoue. Quand j'étais en centre de formation les 2 premières années, pareil, j'étais pas le meilleur élève. Et là, je passe un coucou à Eric Vanier, qui est le directeur de formation, parce que je lui ai fait vivre quelques galères au long du chemin pendant ces 2 années-là. J'étais un élève un peu rebelle. Mais pour le coup, quand j'ai fini la formation et j'ai appris tout ce que la formation a pu m'offrir pendant ces 2 années de formation qui étaient vraiment top. Mais j'ai réalisé qu'en fait, à la fin de la formation, j'avais vraiment une envie de me former auprès des meilleurs coachs au monde. Donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait aux États-Unis. Les meilleurs coachs, les meilleurs joueurs, ils sont coachés par qui, comment. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout le process de la performance autour des meilleurs joueurs au monde. Et quand je dis les meilleurs joueurs au monde, c'est vraiment voilà, les 5-10 premiers joueurs au monde. Je me suis dit par qui ils sont coachés, comment ils s'entraînent, c'est quoi leur process, qu'est-ce qu'ils font le matin quand ils se réveillent, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont s'entraîner, à quoi ils pensent quand ils sont sur le parcours. Et donc, du coup, quand tu commences à penser à tout ça et tu réalises que le golf, ce n'est pas juste la technique qu'on apprend très bien en formation, mais c'est la préparation physique, c'est l'aspect mental, c'est la stratégie de jeu, c'est le fitting. Donc, il y a pas mal d'éléments qui entourent la performance du joueur à très haut niveau. Et puisque du coup, j'ai eu ce passé de basketteur de haut niveau où du coup, j'ai d'une façon ou d'une autre toujours été dans le sport de compétition. Donc, même quand j'avais 7-8 ans, je faisais les compétitions juniors, mais c'était des compétitions. J'ai naturellement suivi cette envie d'aller me rapprocher auprès des meilleures formations au monde pour me permettre d'avoir les meilleurs éléments à ma disposition pour offrir le meilleur coaching à mes élèves, qu'ils soient amateurs ou professionnels. J'avais besoin de me former auprès de ces meilleurs-là. Donc, à l'époque, TPI qui existe depuis de nombreuses années, je me suis formé auprès d'eux en 2013, 2012.
Et ça, c'était vraiment important pour moi, c'est parce que c'était de comprendre les limitations physiques, parce que tu peux demander à un joueur de faire quelque chose techniquement, mais si physiquement il n'est pas capable, tu perds beaucoup de temps, tu perds énormément de temps. Tu peux passer complètement à côté de la plaque. Donc, du coup, de comprendre comment un joueur bouge et de comprendre ses limitations physiques, c'est la priorité par rapport à ce que le joueur peut faire maintenant. Maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut construire comme swing autour de ces limitations physiques. Et ensuite, venu ma soif d'apprendre pour le côté mental, qui est aujourd'hui une grande partie de mon coaching. J'ai décidé depuis un certain temps de vraiment de me spécialiser et m'orienter vers le mental parce que c'est la chose qui me fascine le plus, d'où ce que je disais tout à l'heure par rapport à quand j'étais en école, quand j'avais 16 ans, la psychologie, c'était vraiment le truc qui m'avait interpellé. Aujourd'hui, le mental, c'est vraiment la chose où je pourrais passer à des heures et des heures et des heures sans compter pour vraiment apprendre le plus possible. Parce qu'aujourd'hui, je pars du principe que quand tu prends deux joueurs qui savent bien driver la balle, qui savent bien taper leur fer, qui sont bons au niveau du petit jeu et de putting, c'est quoi qui fait la différence quand ils jouent un tournoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, tous les joueurs du circuit européen, américain, mécaniquement, sont dans une position où ils peuvent bien driver la balle. Ils peuvent bien, ils sont bons au niveau des attaques de green. Alors, il y en a qui sont plus forts que d'autres, c'est pour ça qu'on a des statistiques, c'est sûr. Mais concrètement, s'ils sont tous réussi à arriver à ce niveau-là, c'est qu'ils ont tous des capacités techniques qui sont très, très bonnes. Par contre, j'ai constaté que la grande différence entre les 10 meilleurs joueurs au monde et celui qui n'arrivait pas à optimiser son potentiel et son niveau, c'était celui qui avait vraiment besoin d'aide sur l'approche mentale du sport et de comprendre les stratégies pour lui permettre de vraiment optimiser son potentiel. Tu parles juste de cette inspiration que tu es allé chercher auprès des coachs qui accompagnaient les meilleurs joueurs mondiaux. Quand tu t'es projeté dans ta carrière de coach, est-ce que tu envisageais plutôt d'être coach de top players, de joueurs professionnels de haut niveau, ou plutôt voilà, de joueurs peut-être aussi performants au niveau amateur, mais plutôt voilà, de joueurs amateurs ou plutôt de joueurs d'élite professionnels? Alors en 2009, quand j'ai passé mon diplôme, ça m'est jamais venu à l'esprit à ce moment-là de me dire je veux coacher les joueurs professionnels. Et en fait, ça ne m'est pas venu à l'esprit parce que j'avais différentes choses que j'avais besoin de réussir avant qui me venaient qui étaient présentes, d'aider des amateurs. Et j'ai commencé à aider des amateurs, si tu veux, entre 10 et 25 d'index, à déjà faire comprendre comment descendre de 25 à 20, 20 à 15, 15 à 10, 10 à 5, 5 à 0. Et ensuite, j'ai commencé à avoir naturellement des joueurs qui étaient très bien classés, qui venaient me voir, donc entre 0 et 5. Ensuite, j'ai commencé à avoir des joueurs qui étaient entre 0 et 2, qui me disaient Lewis, je veux passer pro. Et donc, en fait, c'est venu par les paliers qui sont passés naturellement. Ce n'est pas quelque chose que j'avais anticipé quand j'ai passé mon diplôme. C'est quelque chose qui est venu tout seul par ma progression, moi en tant que coach aussi. C'est-à-dire que moi, en 2009, je dirais en aucun cas que j'avais les capacités de coacher un joueur du circuit. Tu vois, j'aurais pas cette prétention-là. Donc, il fallait que je me forme auprès des meilleurs au monde. Et ensuite, quand j'ai commencé à me former auprès des meilleurs au monde, ça m'a donné aussi la confiance de me dire ce que j'ai appris là, ça marche avec une des meilleures joueuses au monde, un des meilleurs joueurs au monde, à un moment dans un majeur. Tel joueur a gagné un majeur en utilisant ça. Donc, si ça a marché, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour toi quand toi, tu le coaches à un autre joueur? Donc, au début, c'est parti de là, si tu veux. Quand j'ai commencé à me former auprès des meilleurs, je me suis dit, les meilleurs joueurs du monde utilisent ces coachs-là. Voilà comment ces coachs coachent ou enseignent. Et donc, du coup, j'aime pas le mot enseigne, mais coacher. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à dire, OK, et ma confiance en tant que coach a commencé à se développer petit à petit jusqu'au moment où quand j'avais un très bon joueur devant moi, je ne me suis pas posé la question est-ce que je peux y arriver ou pas pour lui permettre d'optimiser son potentiel, mais c'était plus comment je peux faire pour lui permettre d'arriver à ce niveau-là. Et quand j'ai vu qu'il arrivait à ce niveau-là, ben ensuite, toi, tu gagnes en confiance. Parce que toi, en tant que coach, tu gagnes en confiance au fur et à mesure où tes joueurs ont des résultats aussi. Et donc, du coup, ben, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et ça ne s'est pas arrivé du jour au lendemain. Honnêtement, c'est arrivé sur ces 10 dernières années. C'est 10 ans. Et tu vois, c'est marrant, on dit toujours que voilà, pour devenir
un niveau intéressant. Tu vois, il y a un investissement de temps qui se fait, mais du temps qualitatif. Et donc, j'ai commencé, si tu veux, à utiliser, à investir mon temps intelligemment. Parce que du coup, je me formais vraiment auprès de ce que je considérais moi. Tout le monde a sa vision personnelle de voir les choses et les coachs, mais moi, j'ai décidé de me former auprès de ce que je considérais étaient les meilleurs dans leur domaine. Et c'était vraiment de l'investissement de temps qualitatif et financier aussi. Mais donc, du coup, j'ai appris tout ça. Et à partir de là, ça construit cette confiance en tant que coach où maintenant, je me sens tout à fait capable, depuis un certain temps, de dire, OK, j'ai un joueur devant moi, voilà comment je vais l'amener du point A au point B. Au début du confinement, tu estimais que tu étais bien préparé à cette étape grâce à Ouais, grave. des réseaux sociaux. Est-ce que ça s'est confirmé? J'imagine. Ouais, grave. Euh, Et c'est là où on voit en fait aujourd'hui l'évolution de l'enseignement. Et je pèse mes mots parce que tu vois, j'étais consultant coach pour le Journal du Golf. Et il faut savoir que le premier jour du confinement, le rédacteur en chef du Journal du Golf a appelé les 3 consultants coach. Donc Arnaud Thioux nous a appelé, Guillaume Biojo, moi-même et Rémi Bédu. Et ils nous ont dit, les gars, il faut qu'on propose quelque chose pendant le confinement. On ne peut pas rester inactif à rien faire. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, du coup, on s'est réunis tous ensemble autour d'une table virtuelle avec mes amis enseignants et toute l'équipe du Journal du Golf. On s'est mis ensemble et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer quelque chose pendant le confinement qui vont permettre aux golfeurs de continuer à progresser, de continuer à apprendre durant le confinement. Et en fait, ce virus s'est transformé dans une opportunité incroyable parce que du coup, maintenant, les gens étaient coincés chez eux, ne pouvaient pas sortir. Et à part aller sur Netflix et regarder BFM, enfin, tu vois, c'est soit tu regardais du divertissement, soit tu regardais les infos et tu déprimais, ou soit tu t'améliorais à travers les vidéos que tu sélectionnais sur le web. Et donc, moi, je fais un peu des trois, je l'avoue, à travers le confinement. Je regarde Netflix le soir avec ma femme. Je regarde les infos une demi-heure par jour pour juste regarder les mises à jour. Mais je passe la majorité de mon temps soit à donner de la valeur à l'audience en ligne en les aidant à travers des conseils, des lives, des thèmes sur la performance, ou soit je m'améliore à travers les formations en ligne que moi-même je suis en train de suivre. Donc, durant les 2 dernières semaines, j'ai suivi 2 formations, une sur le mental, d'un très grand coach que j'adore, qui avait sorti une formation. Je lui ai dit, tiens, tu n'avais pas le temps avant, voilà, maintenant tu peux passer cette certification-là, je vais la passer. Un autre truc, c'était sur l'aspect physique. Demain, je passe une certification sur les statistiques en ligne. Donc, ce n'est pas un truc qui me passionne, mais c'est un truc qui est important pour moi à savoir parce que plus j'aurai une connaissance des statistiques, mieux je peux conseiller mes élèves. Donc, du coup, ça me passionne parce que du coup, les statistiques ne me passionnent pas, mais ce sujet-là, la performance au golf me passionne. Donc, du coup, boum, je l'intègre là-dedans et je vais apprendre. Et donc, du coup, on s'est réunis autour d'une table et on s'est dit, voilà, on va faire un live par jour, un chacun. On va proposer 3 créneaux, 11h, 14h, 17h. Et pour le coup, on va proposer des thèmes comme ça. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à appeler des amis du circuit. Tu vois, je commençais à appeler des potes qui jouent donc Romain Langasque. Ça a commencé comme ça. Et puis donc, du coup, on a commencé à faire des lives ensuite avec des invités. Puisqu'on a trouvé un système où en ligne, on pouvait faire des trucs comme ça avec le journal du golf. Donc, du coup, on a commencé à avoir des invités. Et tout d'un coup, tous les jours, c'était une nouvelle thématique. Et non seulement l'audience apprenait, mais moi, j'apprenais. Et là, j'étais en train de me dire, waouh, enfin, tu vois, tu peux discuter avec des gars que tu considères des amis, mais là, maintenant, on a 1 heure où on parle de golf, vraiment de golf. Et là, tu peux poser des questions que peut-être tu n'as pas eu l'occasion de poser avant. Et donc, du coup, tu rentres dans l'intimité du staff du joueur, les personnes qui entourent le joueur. Qu'est-ce que ton préparateur physique travaille avec toi? Qu'est-ce que ton coach mental te dit à ce moment-là? Qu'est-ce que tu bosses techniquement avec ton coach? Et boum, et toi, tu apprends en même temps et l'audience en même temps apprend. Hier soir, j'ai fait un live avec Titleist, avec le journal du golf, sur la balle de golf. Oui, je le regarde. Non, mais le truc, la balle de golf, je te le dis, ce n'est pas un élément qui me passionne, quoi, tu vois, de savoir comment une balle est construite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que la balle aille dans le trou. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce n'est pas le sujet qui m'intéressait de base. De base, ce n'est pas le truc qui m'intéressait. Mais quand on a décidé d'aborder ce sujet-là, parce que beaucoup d'amateurs se posaient la question sur l'influence de la balle dans la performance de golf, du coup, j'ai fait 1 heure avec un spécialiste, donc un expert dans le domaine, qui s'appelle Benoît Delcambre, qui est fitter à Titleist. Et moi, j'ai appris des trucs pendant 1 heure. Je me suis dit, waouh, mais ça, je ne le savais même pas. Et donc, du coup, ça m'a permis de m'améliorer en tant que coach parce que maintenant, je connais des choses que je ne savais pas avant sur la balle de golf. Donc, non seulement on apporte de la valeur, mais en plus, toi, tu apprends au passage. C'est un win-win pour tout le monde.
C'est absolument fantastique. Donc, du coup, ce confinement, pour ma part en tout cas, difficile de rester positif à travers chaque jour, mais comme vous le faites vous avez invité des personnes pour faire des émissions comme celle-ci. Et ben, nous aussi, pareil, on a essayé de vivre ce confinement de la meilleure façon possible à travers du contenu qui pouvait intéresser les gens et surtout les aider à devenir des meilleurs golfeurs. J'ai des golfeurs qui m'envoient des messages tous les jours pour me dire, Lewis, dès qu'on sort du confinement, je vais tester ce que tu as dit hier. Ce matin, j'ai fait un live sur le mental. Lewis, dès que je sors du confinement, je vais mettre en place les 3 éléments que tu m'as indiqués ce matin sur la performance via le mental sur un parcours de golf. Des fois, on donne des exercices à faire de chez eux en marchant. Enfin, donc voilà, donc il faut être prêt. Je pense qu'il y a pas mal de pros qui ont maintenant les yeux ouverts sur les possibilités qu'il y a dans l'enseignement et que l'enseignement, c'est maintenant, c'est un enseignement en 3 à 4 dimensions. On peut faire un enseignant, c'est pas juste une chose. Ou l'enseignement, c'est pas juste une chose. Le coaching, c'est pas juste une seule avenue. On peut explorer multiples avenues qui nous permettent de prendre du plaisir à travers la passion qu'on exerce et en même temps de continuer à exercer et continuer à aider les personnes qui nous regardent. Ça va être ma prochaine question. J'ai dit, il y a eu énormément de coachs, beaucoup plus qu'avant, qui ont commencé à créer du coaching en ligne. Et il y a eu une masse de pratiquants qui ont commencé à consommer. Consommer? Des amateurs qui ont commencé à consommer? Des pratiquants qui ont commencé à consommer du coaching en ligne. Ah oui, d'accord, ok. Oui, des amateurs, ouais, ok, ouais. Et donc, quel est l'impact que ça va avoir sur les coachs et sur le public qui va avoir plus d'attentes, qui va peut-être avoir plus d'attentes sur les coachs en revenant au golf en disant j'ai regardé Lewis Wallace, il m'a dit de faire ça. Ouais, alors, au tout début, si tu veux, quand j'ai commencé à faire des vidéos en ligne, à la base, c'était vraiment pour apporter de la valeur à une audience gracieusement sur YouTube. Donc, tu vois, en 2014-2015, j'ai commencé à faire mes premières vidéos avec un iPhone qui n'était pas cet iPhone-là. À l'époque, c'était l'iPhone 2 ou 3, tu vois. Enfin, c'était pas les mêmes qualités de vidéo, avec un micro que j'avais scotché sur un trépied, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les trépieds spéciaux pour un iPhone. Enfin, tu vois, ça n'existait pas. Personne ne faisait des vidéos avec un téléphone. Quand j'allais sur l'Open de France 2015, la première fois que j'ai fait des vidéos avec des joueurs du circuit, j'arrivais, je voyais mes amis à côté de Canal+, d'Eurosport et de ce machin, qui avaient les grosses caméras comme ça, machin, avec le micro et tout ça. Et moi, je débarquais avec mon téléphone et mon trépied, tu vois, avec du scotch autour, tu vois. Et j'avais appelé la PGA France et j'avais dit, écoutez, voilà, je veux faire des vidéos avec des joueurs. Je le fais gratuitement. Vous ne me payez pas. J'ai juste envie de gagner de l'expérience et d'aller sur les différents circuits différents tournois du circuit et aller approcher ces joueurs. Donc ça, c'est en 2014 ou 2015. Et honnêtement, je suis allé avec mes coronesses, excusez-moi du terme, et je suis allé voir les joueurs du circuit. Je me rappellerai toujours je parle de Graham McDowell parce que cette année-là, c'est lui qui a gagné. Et donc, je vais voir Graham McDowell le mercredi en partie d'entraînement. Et je le vois au trou numéro 17, le 16, pardon, le trou numéro 16, le par 3. Je le vois sur le départ. Je lui dis, c'est quoi, Lewis? Vas-y, va le voir, on s'en fout. Va le voir. Et à l'époque, il fallait passer par son agent pour faire des trucs en presse, en salle de presse, etc. J'ai pris mon trépied avec mon téléphone, avec le scotch autour. Je suis allé sur le départ numéro 16. J'ai attendu qu'il a joué son shot et j'ai dit, hey Graham, en anglais. J'ai dit, hey Graham, écoute, est-ce que tu serais disponible 2 minutes pendant que tes amateurs sont en train de taper leur coup là? De toute façon, ils vont mettre une balle sur 2, va aller dans l'eau. Donc, tu as le temps parce qu'il y a de l'eau sur le trou numéro 16. Donc, est-ce que tu as 2 minutes pour faire une vidéo avec moi? Je veux parler du parcours. Il m'a dit, OK. On a fait une vidéo qui a duré 10 minutes. Il a adoré. J'ai passé un super moment. Et bizarrement, il n'a pas regardé le téléphone en faisant c'est quoi ton truc là? Enfin, tu vois, c'est Amateurland, quoi, ton truc. C'est quoi ce téléphone pourri et tout machin? Il m'a dit, waouh, je savais même pas que tu pouvais mettre un téléphone sur un trépied, c'est dingue ça. Tu vois? Et j'avais du scotch à l'époque. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Moi, j'étais là, j'essayais de le cacher presque. Tu vois, ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai fait ça. J'ai pris de la confiance après ça. Je me suis dit, putain, si je peux faire ça avec Graham McDowell, qui a gagné l'année d'avant, tu vois, enfin, je peux faire ça avec n'importe qui, tu vois, parce que c'est le vainqueur du tournoi quand même. Donc ensuite, je vais dans le camion du circuit européen, le Physiotruck. Et là, je vais dans le Physiotruck, je dis, les gars, je peux faire une petite vidéo avec vous, machin et tout. Les gars me disent, ouais, ok, pas de problème, nickel et tout. Et là, il n'y avait pas, parce qu'il n'y a pas d'optique sur la caméra. Donc, tu sais, quand tu filmes avec une caméra, tu n'as pas beaucoup d'espace et le camion était très petit. Donc, du coup, le truc, on l'a mis vraiment au bout du machin, du camion, à l'intérieur. Et là, le gars, il fait une vidéo avec moi. Et là, derrière, qui rentre? Rafa Cabrera Bello.
Et là, Rafa, il rentre, il commence à enlever son polo, il est torse nu, tout machin. Et là, je me retourne et en blaguant, je dis, hey, Rafa, ça va, on fait une vidéo tranquille, quoi, tu vois. Enfin, tu ne mets pas tout nu devant la vidéo. Là, il fait, oh, sorry, guys, machin et tout, machin. Les gars, ils commencent à rigoler avec toi. Je finis la vidéo, je me retourne, hey, Rafa, t'as pas une minute pour faire une petite vidéo avec moi? Ouais, carrément, ouais, vas-y, ok, pas de problème. Parce qu'il a vu que l'approche était sympathique, conviviale et tout machin. On n'a pas fait une vidéo, on en a fait deux. Deux vidéos de 5 minutes. Boum. Deux vidéos sur la préparation physique pour le golf. Le son, nul. Enfin, tu vois, la qualité du son avec iPhone, nul. L'image, est-ce qu'elle aurait pu être mieux? Bien sûr, mais c'était mon terrain de formation. C'était mon terrain de formation. Et j'ai commencé à démarcher les joueurs comme ça. La première année, la qualité des vidéos était nulle, mais j'ai quand même réalisé des vidéos avec des joueurs du circuit européen. Sans autorisation, sans passer par les agents. Boum, j'y vais au culot et je suis arrivé. Et ces vidéos-là, on les a mis gratuitement sur YouTube avec la PGA France, on les a mis sur Facebook. Le président de la PGA qui a adoré l'initiative, qui a dit écoute, oui, c'est top et tout machin. En plus, lui, il était content parce qu'il économise de l'argent et puis il a du contenu avec des joueurs du circuit. Donc, lui, il était tout OK. Et puis, donc, du coup, après ça, j'ai commencé à m'améliorer jusqu'au point où je suis tombé un jour sur, et je vais le dire ouvertement, je suis tombé sur Joël Bernard, qui est de mon coach de golf. Et je suis tombé sur lui sur Internet. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait, lui, Joël? Et là, je regarde les vidéos qu'il proposait. Et tout d'un coup, je me dis, waouh, les gens achètent des formations de golf pour progresser au golf en ligne. Waouh, c'est dingue ça. Tu peux vraiment progresser au golf à travers. Enfin, tu vois, enfin, il y a la différence entre des vidéos sur YouTube et vraiment progresser dans ton golf, tu vois. Enfin, moi, du coup, je faisais la distinction entre une vidéo YouTube et un cours de golf. Je me suis dit, un cours de golf, la personne aura vraiment, voilà, tu vas vraiment pouvoir la faire progresser. La vidéo YouTube, c'est la théorie. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais m'intéresser à ce qu'il fait. Et là, j'ai vu que Joël avait des milliers de golfeurs qui étaient inscrits à son académie. Et là, je me suis dit, si lui peut le faire, moi, je peux le faire. Si lui peut le faire, pour moi, c'est possible. Donc, si tu veux, je ne me suis jamais dit que quelque chose était impossible ou pas possible. Je me suis dit vraiment, sur le coup, pour dire, je n'avais même pas pensé en fait. Tu vois. Et quand j'ai vu Joël a fait ça, je me suis dit, si lui l'a fait, moi, je peux le faire. Donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner, à voir, à regarder les formations de marketing en ligne pour m'améliorer, moi, en tant que coach aussi, pour mieux communiquer, être un meilleur communicant. Et c'est là où j'ai créé mon académie en ligne et c'est là où petit à petit, c'est allé progressivement. Tu vois, j'ai commencé à développer des élèves en ligne. Et pour tout te dire, la première question qu'il faut se poser avant de se dire, tiens, je vais créer un truc. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vraiment possible de faire progresser un joueur à distance, tu vois? Pas juste un tips sur YouTube. Moi, je te parle de vraiment, le gars, il est 20 handicap. Comment tu le fais pour descendre de 20 à 15 parce que c'est son objectif et tu ne l'as jamais rencontré. Donc, du coup, ça m'a permis de me remettre en question en tant que coach déjà. Ça m'a permis de prendre un pas en arrière et de réévaluer toute ma vision de l'enseignement. Parce que je me suis dit, il faut que tu ailles à l'essentiel et il faut que tu permettes aux joueurs de devenir quoi? Autonome. Et c'est là où je me suis dit, si tu peux coacher un élève à distance et le permettre de devenir bon au golf en étant autonome, tu as tout gagné. Et donc, mes programmes se sont construits de cette façon-là. Comment permettre aux joueurs de devenir autonomes et de comprendre comment devenir un meilleur joueur de golf. Et c'est là où je me suis dit, il n'y a pas que la technique au golf. Tu vois, enfin, tu vois, quand tu es sur un parcours de golf, essayer de mettre en place l'astuce YouTube que tu as vue, ça ne va pas marcher. C'est de la théorie. Donc, du coup, j'ai commencé à construire un programme où je me suis dit, j'ai un joueur qui arrive, il arrive au point A et il veut arriver au point B. Qu'est-ce que tu fais? Et je l'ai construit comme ça. Et quand je l'ai sorti, je ne savais pas que ça allait marcher, parce que je me suis dit, on verra, parce que je n'avais pas les résultats. Et puis, au bout de, je crois que c'était 2 mois après, quand je l'ai sorti, donc 2 mois après le lancement de mon premier programme, j'ai des élèves qui ont commencé à m'envoyer des témoignages de malade mental. Mais des témoignages à un gars qui m'a dit, Lewis, je suis descendu de 21 à 14, quoi, tu vois, en l'espace de, j'ai fait 8 compétitions en 2 mois. J'ai mis en place ce que tu évoques dans ton programme et j'ai perdu genre 7 points sur mon index. C'est complètement dingue. Pas sur le jeu, hein, l'index. Enfin, tu vois, enfin, c'est des chiffres complètement, c'est n'importe quoi. Je crois que celui-là, pour être complètement sincère, je crois que c'était plutôt 3-4 mois celui-là. Ce n'était pas 2 mois, mais j'avais quand même des témoignages de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire Lewis, j'ai gagné 20 mètres sur mon drive. Lewis, j'ai jamais pris autant de plaisir. Lewis, aujourd'hui, j'ai fait mon meilleur score que j'ai jamais fait dans ma vie. J'avais jamais rencontré ces personnes-là. Et je me suis dit, waouh. Et j'ai pris le même plaisir à travers ces témoignages
que le plaisir que je prends quand j'ai un élève en direct. J'ai pris le même kiff. J'étais là, je lisais les messages et tu vois, j'étais fier, je le montrais à ma femme et je dis, ah, tiens, regarde ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est énorme et tout. J'appelais mon père qui est pro de golf, je dis, ouais, papa, regarde. Tu vois, j'ai fait progresser cette personne-là et puis mon père qui est pro de golf depuis les années 80, tu vois, lui, il était là, il me dit, putain, tu peux faire progresser un golfeur à distance, tu peux le faire descendre son index, pas juste taper une bonne balle, tu vois, comme le conseil miracle de YouTube, mais vraiment, tu peux vraiment le faire progresser. Et quand j'ai vu que c'était possible, je me suis dit, OK, et donc, pareil que lorsque je parlais de mon début de carrière d'enseignant, j'ai commencé à me dire, OK, c'est possible. Et donc, quand j'ai commencé à voir que c'était possible, j'ai commencé à construire ma structure d'enseignement, de coaching à distance. Et de me dire quels sont les points clés qui ont vraiment bien marché, quels sont les trucs qui ont moins bien marché. OK, ça t'enlève, ça tu gardes, comment on progresse sur le prochain programme. Et ensuite, de faire des programmes dédiés par rapport à la problématique du joueur. Et donc, ça, c'était mon approche. Et donc, c'est pour ça que je comprends tout à fait quand des amateurs disent c'est pas possible de progresser en ligne. Parce que j'ai été cette personne-là en tant que coach. J'avais des doutes sur ma capacité de pouvoir, tu vois, je me suis dit est-ce que c'est vraiment possible, tu vois. Et aujourd'hui, donc, tu vois, pour parler de Joël une dernière fois, mais quand je l'ai vu au Mondial du Golf l'année dernière, il m'a ouvert les yeux sur quelque chose et il m'a dit, on était assis tous les deux en train de prendre un verre. Et d'ailleurs, je l'ai remercié parce que je lui ai dit, écoute, tu fais partie de la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis lancé en ligne, parce que tu m'as montré que c'était possible. Donc, même, je n'avais jamais pensé à cette idée, tu y as pensé et puis tu m'as montré que c'était possible. Donc, merci beaucoup, merci à toi. Et il avait vachement apprécié et puis on a continué à discuter. Et il m'a dit, et je lui dis, écoute, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un avenir dans le golf en ligne en France? Il m'a dit, écoute, combien de personnes tu penses qu'il y a dans ce salon-là, dans ce mondial du golf? Et il m'a dit, donc moi je dis, bah, je sais pas, je veux dire 1000, tu vois, allez, 1000 comme ça, je dis au hasard 1000. Il me dit, OK, sur 1000 personnes, tu penses actuellement que combien de personnes pensent qu'ils peuvent progresser au golf? Combien d'amateurs tu penses peuvent progresser, que eux, ils pensent qu'ils peuvent progresser en ligne grâce à ton coaching? Ou au coaching en ligne, hein, pas mon coaching, le coaching en ligne. Alors je dis, je sais pas, 10%. Je dis 10%, c'est énorme. 10%, c'est énorme. 100 personnes, je pense que 100 personnes sur 1000 pensent qu'ils peuvent progresser en ligne. Je dis, bah, peut-être, je pense. Il me dit, OK, imagine si on a uniquement 10% actuellement du marché qui pensent qu'ils peuvent progresser en ligne. Et regarde aujourd'hui à quel point ça va vite, le monde en ligne. Tu vois, les réseaux sociaux, les technologies, à quel point tous les mois, il y a quelque chose, tu vois, à quel point. Et on montre à travers notre confinement. J'ai vu une statistique, je ne vais pas me tromper, mais je crois qu'il y a un moment, il y avait 3 milliards de personnes qui étaient confinées à la maison. Tu crois qu'ils faisaient quoi à la maison? Il y a un moment, ils étaient sur un écran. Et quand ils sont sur un écran, ils sont dans la consommation. Donc, du coup, toutes les personnes à travers ce confinement qu'on a fait progresser sur ces 2 derniers mois, j'espère qu'on est passé de 10% à peut-être qu'on l'a fait évoluer un peu plus parce que maintenant, les personnes qui ont suivi tous les lives, etc., à travers de 2 mois de confinement obligatoire, ça a aussi permis aux joueurs de golf de comprendre que, en fait, ouais, le golf en ligne, tu vois, franchement, j'ai appris des trucs que je n'avais jamais appris avant, quoi. Tu vois? Donc, je pense qu'on va dans une direction où c'est plus une question de est-ce qu'on peut le faire, c'est une question de quand est-ce que ça va arriver. On va passer de 10 à 30% ou à 40% ou à 50%. Tu es ambassadeur d'un resort qui se trouve à l'île Maurice, c'est ça? L'île Maurice, ouais, l'île Maurice Heritage Resort, ouais. Alors, donc ça, c'est effectivement un aspect très, enfin, c'était un aspect très important dans l'univers du golf, le golf loisir et le golf tourisme, notamment sur des destinations comme celle-ci. Est-ce que tu perçois, toi, qu'il peut y avoir justement un impact sur cet aspect-là, en tout cas à court terme, sur les 2-3 prochaines années, avec des restrictions de voyage, des restrictions de déplacement, avec donc… Excuse-moi, tu peux juste répéter la question? Ma question, c'est de savoir si le domaine qui peut être peut-être un des plus impactés dans le domaine du golf par le tourisme. Voilà, c'est une réduction des voyages et du coup la nécessité de se recentrer sur plus de proximité, plus d'activités en France pour le coup, avec une clientèle française, par opposition au fait d'emmener les gens à l'autre bout du monde et puis de faire venir des touristes de l'autre bout du monde, ce qui risque d'être un peu plus limité en tout cas dans les mois ou les années qui viennent. Donc, la première semaine de confinement, une des premières choses que j'ai faites, c'est appeler Heritage Resort parce que je suis ambassadeur de la marque et une de mes missions,
c'est les aider à développer le côté golf et surtout le côté golf en ligne à travers les différentes vidéos et la visibilité que du coup je peux leur proposer. Une de mes missions premières, c'est ça, c'est leur proposer des idées innovantes pour que leur resort soit vraiment mis en valeur en ligne et dans le milieu du golf évidemment. Et donc du coup, quand le confinement a démarré, tous les vols, Maurice a été les premiers impactés, ont été annulés. Maurice à partir du, je crois que c'était le 1er mars ou un truc comme ça. Enfin bref, et ils avaient annoncé voilà, plus de vols, terminé. Et donc là où Heritage Resorts ont été très très forts, c'est qu'on s'est rassemblés et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour rester dans l'esprit des gens? Parce que il y a beaucoup de resorts, beaucoup de golf qui, ok, golf est fermé, bon, bah ok, bon, écoute, on se revoit à la sortie. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est que, comme je te l'ai dit, il faut utiliser tous les outils de communication qu'on a à notre disposition. Et c'est là où je félicite d'ailleurs tous les directeurs qui m'ont contacté parce qu'ils m'ont envoyé des messages, les directeurs que je connais, en me disant, Lewis, comment je fais? Parce qu'avec le Journal du Golf, on a lancé une initiative de mettre en avant tous les greenkeepers, les jardiniers, les directeurs qui continuent à travailler durant le confinement et de mettre en avant leur golf en disant voici ce que les mecs sont en train de faire durant le confinement. Donc, tu vois, le golf n'est pas à l'arrêt, quoi. Il y a des acteurs qui sont toujours en train de bosser sur leur golf. Et donc, du coup, j'ai des directeurs qui m'envoient des messages pour me dire oui, comment on fait pour faire passer notre golf dans le journal du golf. Et donc ça c'est typiquement une initiative qui est top parce que c'est de dire voilà, on doit montrer à nos membres, mais également aux personnes en ligne, donc les personnes qui vont être potentiellement des clients, on doit leur montrer qu'est-ce que nous, on est en train de faire durant ce confinement où tout le monde a l'impression que du coup, le monde est à l'arrêt. Et donc, Heritage Resorts, ils sont dans la même dynamique où leur parcours est juste là, il doit être… de toute façon, tous les parcours dans le monde, là, ça doit être Augusta maintenant, avec les temps que les jardiniers ont eu. Je pense que eux, je ne vais pas dire c'est les plus heureux, mais en quelque sorte, tu vois, enfin, ils sont là tous les jours, ça doit être un bonheur pour eux de réparer un terrain ou de travailler sur un terrain qui n'est pas abîmé tous les jours par les golfeurs. Ça doit être un bonheur absolu. Abîmé, tu me comprends, hein, par les divots qu'on peut avoir sur les fairways, par le fait que des golfeurs ne relèvent pas les pitchs sur les greens, malheureusement, tu vois. Donc, du coup, voilà, les jardiniers, ils arrivent sur le parcours et eux, je pense que on va retrouver beaucoup de terrains de golf dans un état qu'on n'a jamais vu avant. Même moi, tu vois, à Longchamp, on n'a pas de parcours, c'est des zones d'entraînement. Je regarde les zones d'entraînement et des fois, je blague avec le superintendant de Longchamp. Je lui envoie un message, je lui dis, la Ryder Cup va se jouer à Longchamp bientôt. Enfin, tu vois, tu vois, quand tu vois l'état des greens et tout, tu vois, tu te dis, waouh. Et c'est un petit peu un message d'encouragement aussi, tu vois. C'est pour dire, écoute, on apprécie énormément le travail que vous faites, c'est énorme et on vous félicite, tu vois. Donc, à chaque fois que j'ai un directeur qui m'envoie un message, boum, je les transmets au journal du golf parce qu'il faut les féliciter. Et donc, pour en revenir au voyage, tu vois, la discussion que j'avais eue avec Heritage Resorts, et je vais être transparent là-dessus, c'est que je leur ai dit, il faut rester dans l'esprit des gens pendant le confinement et il faut faire rêver les gens pendant le confinement pour que quand le confinement est terminé, quand ils vont penser au voyage, à qui ils pensent en premier. Et donc, l'idée, c'est de créer en fait des messages dans le subconscient du golfeur pour que lorsqu'il peut voyager, où est-ce qu'il va voyager? Donc, tu as compris à travers ma démarche d'entrepreneur que mon but a toujours été d'essayer de me démarquer des autres. Et c'est ce que j'apporte aujourd'hui à Heritage Resort, c'est de leur dire, voilà, le golfeur, s'il peut voyager demain, comment on fait? Qu'est-ce qu'on crée pendant le confinement pour que quand le golfeur peut voyager, il vient à Heritage et nulle part ailleurs, tu vois. Et donc, du coup, on a commencé à penser à des idées, de contenu qui font rêver les gens. Tu vois, on s'est dit, OK, on va créer des choses où on va vraiment accompagner les gens chez eux depuis le confinement. On va montrer aux gens qu'Héritage, on continue à travailler sur le parcours, même pendant le confinement, pour que le parcours soit juste au top du top. Il faut dire que la philosophie mauricienne est absolument magnifique. Les gens sont tellement accueillants, chaleureux, donc ils sont déjà dans une démarche naturelle de vouloir donner du plaisir aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'était tellement facile ensuite. Il fallait juste le former de la bonne façon, tu vois, et de créer du contenu qui allait parler aux gens. Et donc, du coup, c'est là où on a commencé à utiliser les réseaux sociaux, encore une fois, pour faire deux choses. Un, on a fait appel à tous les anciens vainqueurs du tournoi de la Freja Bank Mortgage Open sur l'European Tour. Et on a dit, les gars, est-ce qu'on peut faire un live de 20 à 30 minutes où vous pouvez parler, vous, de ce que vous faites pendant le confinement et pourquoi vous avez apprécié la semaine à Freja Bank, tu vois. Donc, la semaine dernière, j'ai eu Marcel Sim, qui est joueur du circuit européen, joueur allemand, un des meilleurs joueurs allemands de tous les temps.
Et je lui dis, Marcel, décris-moi ta journée idéale. Hein. Tu vois, quand tu joues le tournoi à la Freja Bank et quand tu te retrouves sur le resort, c'est quoi? Vas-y, parle-moi de ta journée parfaite. Et là, Marcel, il fait, ah, ma journée parfaite. Il dit, bah écoute, et c'était même pas forcé ou rien, c'était complètement spontané, naturel. Il dit, bah écoute, je me lève à 5 heures du matin, je fais 45 minutes de sport à la salle de sport parce qu'ils ont une salle de sport énorme à Héritage. Ensuite, je prends mon petit-déj. Le petit-déj, ça ouvre à 6h30. Donc, tu vois, j'attends un peu parce que j'adore les crêpes, tu vois, à Héritage. Tu vois, donc il commence à parler de toute l'expérience d'Héritage à travers sa journée idéale. Et là, il dit, je mange mes crêpes. Et puis ensuite, boum, 6h45 parce que le golf, il est à 5 minutes à pied. Boum, je suis de l'autre côté. Je prends une voiturette, je joue en 2h30 parce que j'ai envie de retrouver mes gamins. Donc, je joue 2h30 avec mes potes, machin et tout. On finit mes 18 trous, je retourne, je retourne dans ma chambre, je retrouve mes enfants, on va à la piscine. Le midi, mes enfants, ils aiment bien manger la pizza à tel restaurant, restaurant Sea Beach. Et puis ensuite, on passe l'après-midi à la plage. Et le soir, il y a toujours une activité. Il est en train de décrire sa journée idéale. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que toi, tu te visualises là-bas maintenant. Toi, pendant la description du joueur, lui, il est en train de décrire, il est en train de se remémorer de ce que j'appelle le passé positif. Et le joueur amateur est en train de penser au futur positif maintenant. Je parle toujours des 6 zones dans le mental. Tu vois, le cerveau, il a la capacité d'être dans 6 états en même temps. Enfin, en même temps, mais le cerveau a la capacité de voyager très rapidement du passé négatif, passé positif, au futur négatif, futur positif. Donc, le futur négatif, c'est quand tu regardes BFM et que tu regardes qu'on est tous tu vois, enfin, on est tous mal pendant les prochains mois et que ça va mal se passer. Le futur positif, c'est de regarder une vidéo qu'on a fait avec Marcel Sim où il évoque sa journée idéale. Et là, tu te dis, c'est vrai que quand même, ça paraît pas mal cette journée-là. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas pouvoir voyager? Je l'espère que le joueur, quand il peut voyager, il commence à se dire, j'ai envie de vivre la journée de Marcel Sim. J'ai envie d'aller me faire les pancakes le matin avant d'aller sur le parcours. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, mais c'est des idées comme ça que tu implantes inconsciemment. Hein, tu le fais inconsciemment parce que c'est un live qui vient naturellement. D'ailleurs, je vais te dire très sincèrement, quand je pose cette question à Marcel Sim en vidéo, je n'avais même pas pensé avant. On était en train de faire la vidéo, là je me suis dit, tiens, je voudrais bien, parce qu'en fait c'est un bon pote, donc du coup je lui dis, Marcel, c'est quoi ta journée idéale? Tu vois, comme ça je la poste spontanément. Et quand il raconte sa journée idéale, moi je me suis projeté et j'ai commencé à me projeter dans les expériences que j'ai vécues là-bas. Et je me suis dit, putain, mais excusez-moi pour le terme, je suis désolé. Hein, je me suis dit, cette question-là, il faut la poser à toutes les personnes qui ont été là-bas. Parce que instinctivement, tu te projettes. Et qu'est-ce qu'on fait derrière dans le montage vidéo? C'est qu'on monte des images du resort. Donc, on monte des images du restaurant. La dernière fois, j'ai eu Clément Sordet, donc joueur français du European Tour, et je lui dis, Clément, c'est quoi ton plat préféré à Heritage Resort? Donc là, on parle du golf juste avant. Évidemment, on a fait 20 minutes de golf, swing, etc. Machin et tout. Je dis, OK, parlons un peu du resort. C'est quoi ton plat préféré? Et là, il me fait c'est Lewis quand même, le tiramisu. Le tiramisu, il est violent quand même. Hein. Le tiramisu d'Héritage. Et le tiramisu, quand à Héritage, il est comme ça, il est dans un bol énorme. Et moi, j'avais fait la même réflexion. Et là, je fais, Clément, tiramisu, tu as complètement raison. Je dis, tu sais quoi, la prochaine fois, on partagera un tiramisu ensemble parce qu'il est tellement gros et tout machin. Et donc, du coup, tiramisu, la majorité des golfeurs qui vont regarder, est-ce qu'ils aiment le tiramisu, oui ou non? Oui. Donc, réponse spontanée. Et donc, les gens, ils vont se dire, quand ils vont penser à héritage, apparemment, ils ont un tiramisu de malade mental là-bas. Tu vois, enfin, il y a Clément Sordet qui a mangé un tiramisu. C'est complètement dingue. C'est des petites choses comme ça qui vont faire que ce qu'on a créé avec Héritage, c'était pendant ce confinement, c'était de continuer à faire rêver les gens, surtout quand ils n'ont pas accès au voyage maintenant. Ça crée encore plus l'envie. Et donc, du coup, quand la possibilité arrivera, ça sera comme quand tu as fait un régime pendant un mois et qu'on te donne un tiramisu devant tes yeux. tu vois, enfin, tu le manges à toute vitesse. C'est la même chose. Tu peux voyager. Tu vas où? Ah ben, là-bas, je me rappelle que pendant les 2 mois de confinement, ils ont fait des lives, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de ci, ils ont parlé de ça. Alors, les sportifs, ils vont se retrouver à travers la salle de sport de Marcel Sim. Les gourmands, ils vont se retrouver à travers le truc de Clément Sordet où il parle de tiramisu. On parle du parcours. J'ai fait un live avec Louis Oosthuizen qui parle de son deuxième parcours. Il y a un deuxième parcours qui va être créé l'année prochaine. Enfin, il est en train d'être créé, il va sortir l'année prochaine. Louis Oosthuizen, on en parlait du deuxième parcours avant-hier. On a passé une demi-heure. Louis Oosthuizen, il a gagné le British Open quand même. C'est pas n'importe qui, tu vois, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. 9 fois vainqueur sur l'European Tour. Le mec, il te raconte pendant 20 minutes. Le deuxième parcours, il va voir ci, il va voir ça, et puis tu vas avoir des vues océan sur tous les trous. Donc pour répondre à ta question, oui, directement, la réponse courte, parce que j'ai fait la réponse, la réponse courte, c'est oui, ça va être impacté. Mais si les resorts et les golfs
ont su approcher ce confinement de la bonne façon, en fait, ça peut les aider à l'avenir. Parce que pareil, tu sais, quand je te dis le business qui réussit, c'est du marketing et de l'innovation. Il y a deux options là pendant le confinement. C'est soit le golf ou le resort, il met les clés sous la porte et il dit ciao. Trois options. Soit il reste là sur son canapé, il attend que le confinement soit terminé et que les clients arrivent par miracle, par hasard. Ou soit il trouve des idées innovantes pour marketer son resort et son club de la bonne façon, pour rester dans l'esprit des gens, pour que quand le confinement est terminé, l'endroit devient l'endroit où tu veux aller. C'est assez clair. Oui, oui. Comme souvent en sortie de crise, il y a ceux qui en sont morts, ceux qui en ont souffert et qui ont du mal à s'en remettre, et puis ceux qui, au contraire, voilà, ont trouvé le moyen de transformer des opportunités des contraintes en opportunités et qui, au contraire, cartonnent à la sortie de la crise. Et encore une fois, rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, 3 milliards de personnes confinées dans le monde. 3 milliards. Donc, quand derrière, j'appelle Héritage Resort, on a une conversation avec tous les managers du resort, et certaines personnes qui étaient inquiets. Et donc, du coup, je dis, les gars, vous rigolez, quoi. On a une opportunité énorme. On a 3 milliards de personnes qui vont regarder un écran pendant les 2 prochains mois. Qu'est-ce qu'on fait pour être devant leur écran? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on fait pour être devant leur écran et pour que quand ils nous regardent, ils se disent je vais là-bas, c'est sûr, je vais là-bas. Donc oui, il y a une perte énorme pendant ce temps de confinement parce que les golfs ne tournent pas, les resorts ne tournent pas, il y a une perte économique qui est absolument énorme. Mais la seule façon de se rattraper, c'est justement de continuer à investir et de continuer à innover et marketer. Parce que sinon, si juste tu te dis oh, on est dans une période compliquée, puis ça ne va pas marcher, tout ça, machin et tout. Ça, c'est juste la réalité de la chose d'aujourd'hui, mais ce n'est pas demain. Enfin, tu vois, demain, ça va redémarrer. Mon père, tu sais, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est là où, encore une fois, je te dis que mon papa était une des personnes les plus inspirantes que je connais par sa positivité. La première semaine du confinement, il m'a dit, tu sais quoi, Lewis, ça va être difficile cette année. Mais à partir de l'année prochaine, on va connaître un boom énorme pendant les 10 prochaines années. On ne va jamais connaître une économie pareille. Alors, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est juste de la positive attitude? J'en sais rien. Il y a seul le temps qui nous le dira. Mais est-ce que je préfère être associé à cette mentalité-là, en train de dire, OK, ça va être difficile pendant un certain moment, mais derrière, les gars, si on fait les choses correctement, on va faire un chiffre qu'on n'a jamais fait dans notre vie. Ça va être un truc de fou. Est-ce que je vais être associé à ça ou est-ce que je vais être associé à, bon, c'est la fin? Et je pense que ça peut être pareil pour des joueurs amateurs aujourd'hui il y en a peut-être 95% qui vont dire bah, c'est mort, 2020 c'est mort, je ne vais pas pouvoir jouer au golf. 2020, c'est pas mort. Suffisant, c'est Tu mort. sais pourquoi c'est pas mort? Parce que tu peux travailler sur des choses que tu n'as jamais eu le temps de faire avant. Tu peux progresser sur des éléments de ta vie que tu n'as jamais eu l'occasion d'avoir du temps avant. Ma femme, qui est probablement, et j'en parle parce qu'elle vient juste de passer à côté de moi, mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble, elle n'a pas bougé d'1 gramme sur le poids. Moi, j'ai fait un peu de yo-yo, tu vois, j'ai pris un peu de poids, j'ai perdu du poids, etc. Alors qu'elle ne fait pas beaucoup de sport. Ces derniers mois, elle a pris peut-être 1,5 kg, tu vois. Enfin, elle me dit, ah, bébé, j'ai pris du poids. Et là, quand le confinement a démarré, tu n'as plus d'excuses maintenant. Tu vois, tu peux faire du sport. Tu as le temps de faire du sport. Tu as le temps de te concentrer sur toi-même. Tu as le temps de lire un bouquin. Et elle a commencé à faire des choses qu'elle n'avait pas le temps de le faire avant. Et maintenant, ça fait partie intégrale de sa routine. Pendant la journée, elle se met à côté. Puis des fois, elle fait des abdos. Des fois, elle va faire du sport. Et moi, d'ailleurs, tous les jours, elle est en train de me dire, viens, on sort, on va marcher. Et je suis là, je dis, attends, je suis fatigué. Et des fois, elle me pousse même moi, tu vois, à faire des choses que… Et donc, du coup, le confinement, ça doit devenir une opportunité. C'est pour ça que je dis le mot opportunité. Ce n'est pas une chance parce que c'est un moment qui est très difficile pour beaucoup de personnes, mais c'est une opportunité d'aller faire des choses qu'on n'a jamais pu faire avant et de progresser dans des éléments qu'on n'a jamais pu faire avant. Les pros qui me disent « j'ai pas le temps de comprendre les réseaux sociaux, j'ai pas le temps de comprendre comment faire un montage vidéo quand ils exerçaient avant dans leur golf. » Et tu sais quoi? Ils ont raison. Enfin, tu vois, quand tu es salarié d'un golf et que tu bosses tu vois, toute la semaine, c'est très difficile derrière parce que tu sais, le coaching, c'est vraiment beaucoup d'investissement. Donc, tu vois, c'est souvent lessivé à la fin. Donc, tu sors de coaching, des fois, tu es un peu fatigué. Donc, je peux comprendre tout à fait. Le pro, il n'a pas forcément le temps, pendant qu'il est en train de coacher, d'avoir la motivation le soir, surtout quand il a des enfants, de se dire, je vais apprendre à faire un montage vidéo, je vais apprendre à aller comprendre comment ça fonctionne Instagram ou Facebook. Bah, là, celui qui sort du confinement et qui me sort les mêmes excuses, je lui dis, non, non, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a une citation qui est sortie il y a plusieurs semaines du coach de Michael Jordan, le coach physique de Michael Jordan.
c'était pas mot pour ça, mais en gros, il a sorti une citation Instagram en disant pour les personnes qui ont toujours voulu faire quelque chose et qui ne le font pas durant le confinement, vous n'avez plus aucune excuse à donner, c'est juste que vous n'avez pas envie de le faire. C'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous n'avez pas envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où on voit, j'ai regardé des lives, comme j'ai regardé celui de Marcel Sim et c'est fou comment… Ah, tu l'as vu celui avec Marcel? Ouais, et Il c'est est fou. cool, hein? T'as vu, il fait du MMA, Ouais. pour. C'est énorme, hein? Ouais. C'est fou comment tous les pros commencent, enfin ils commencent pas, mais ils se mettent vraiment à la préparation physique parce qu'ils savent que c'est le truc qui va les envoyer au niveau Pourquoi? supérieur. Parce que les joueurs à haut niveau sur le circuit, comme un entrepreneur de haut niveau, il va se mettre dans un mindset de si je ne progresse pas, je meurs. Je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait Franck. Si j'avance pas, je recule. Si j'avance pas, je recule. Et donc, tous les pros avec qui j'ai discuté, il n'y en a pas un qui m'a dit Lewis, je ne fous rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, même Dylan Fratelli qui a gagné sur le PGA Tour, qui est un joueur sud-africain, il m'a dit, coach, je vais être honnête, Lewis, côté golf, je ne fais rien. Mais par contre, côté physique, là je suis à bled. Là, j'ai battu mon record il y a 2 mois et tout machin. Donc, les gars sont à fond. Romain Langas qui s'entraîne matin et soir, 2 séances. Une séance le matin, une séance le soir. Alex Lévy, le matin et soir, 2 séances par jour, les mecs. Donc, et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils veulent pas revenir sur le circuit en se disant j'ai pris du retard par rapport aux autres. Non seulement ils veulent pas se dire ça, mais en fait, ils veulent revenir sur le circuit en train de dire je vais être meilleur qu'avant. Physiquement, Romain, je ne sais plus si c'est Romain ou un autre joueur qui m'a dit, je ne sais plus, mais un joueur m'a dit, tu sais quoi, je voudrais un mois supplémentaire du confinement. Il m'a dit, je voudrais un mois supplémentaire pour que quand je revienne, je sois une baraque. Tu vois, enfin, tu vois, vraiment, je vais revenir et physiquement, je vais être une bête et je vais mettre la balle à plus de 300 mètres, je vais fracasser la balle et ça va me permettre d'améliorer mes scores sur le parcours et améliorer les scores sur le parcours, ça améliore mon ranking. Donc, toutes les personnes que tu parles qui sont à un haut niveau, peu importe le domaine, peu importe le sport, peu importe la profession, qui excellent à un haut niveau, sont dans une démarche d'amélioration durant un moment qui leur est imposé. Pauline Rossin-Bouchard, qui est amateur, elle a 19 ans, la nana. Pauline Rossin-Bouchard a 19 ans. Elle m'a dit, Lewis, c'est pas le confinement pour moi. Donc, Ouais, j'ai regardé. mais moi, je ne suis pas en confinement. Hein. Moi, tous les jours, je suis au téléphone avec un de mes coachs, que ce soit Alain Alberti, David Ames, mon coach de putting, mon préparateur physique. Je fais du physique tous les jours, du putting tous les jours, des exercices dans le jardin. Pour moi, c'est une période hivernale. C'est intéressant, ça. Donc, tu vois, elle a associé le confinement, en fait, à une période hivernale. Ouais. Elle a dit, pour moi, c'est l'hiver. Et quand je ressors de l'hiver, je suis toujours plus fort que quand je rentre dans l'hiver. Donc, ça va être la même chose pour le confinement. Soit j'avance, soit je recule. Et tous les joueurs que j'ai eu l'occasion de partager un live, ils sont tous dans une démarche d'avancée, dont Marcel Sim. Et c'est vraiment comme ils font tous un truc différent. Tu vois, je pense à Marcel parce que Marcel, il me dit, tiens, oui, j'ai commencé du MMA. Alors, j'ai sérieux, il me dit, ouais, j'adore. Je fais des trucs de fou, je fais de la rotation, je fais de la vitesse, l'explosivité, je saute dans tous les sens, je me fais taper dans la… Tu vois, il dit, j'adore ça. Un autre joueur va me dire, moi, j'adore faire des sprints. Un autre joueur va me dire, moi, j'adore faire du développé couché. Ils ont tous leur truc qui leur donne l'impression qu'ils ont un pas d'avance sur le mec d'à côté. Tu vois, Marcel Sim, quand il va retourner sur le circuit, va dire, les gars, moi, j'ai fait du MMA. Vous avez fait quoi, vous? Dans sa tête, il va se dire ça, tu vois. Il va se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas? Donc, c'est toujours avoir ce truc. Et ce que je trouve passionnant et intéressant, c'est que justement, s'il y a une chose où on peut s'inspirer des joueurs professionnels, c'est pas forcément leur swing, parce que tu vois, il y a des… Enfin, oui, on peut s'inspirer de leur swing, mais ce que je veux dire, c'est que pas tout le monde a les capacités physiques de taper la balle à 300 mètres. Donc, du coup, c'est intéressant de comprendre leur démarche pendant le confinement. Ils sont tous dans la même position que nous. Hein. C'est Alex, il est chez lui, il n'est pas sorti en 3-4 semaines, il a peur. Enfin, tu vois, son père travaille dans la santé, je crois qu'il est pharmacien, si je ne me trompe pas. Donc, Alex, il ne bouge pas de chez lui. Romain, il ne bouge pas de chez lui. Les mecs sont dans la même démarche que toi et moi. Hein. C'est juste que eux, du coup, ils voient le confinement comme un élément pas positif, mais comme une opportunité pour avancer dans un secteur auquel avant, ils n'avaient pas forcément le temps. Alors, la préparation physique, c'est le plus facile parce que quand tu es en tournoi et quand tu es en saison, tu n'as pas l'occasion de travailler la prépa physique autant que quand tu es en hiver. Donc là, c'est pour ça que les mecs, ils sont à bloc dans la prépa physique. Et ça ment pas, la prépa physique. Quand tu vas retrouver les joueurs sur le circuit, le mec qui arrive et qui n'est pas fit, tu vas te dire, je sais que tu étais sur Netflix, toi, pendant le… Tu as fait trop de Netflix and chill, toi, pendant le confinement. Ouais, ça sera l'effet Bryson de il est 16h. Et, ouais.
Ouais, tu vois, j'ai pas vu le temps passer. Écoute, j'ai encore quelques minutes si vous voulez. Je peux aller, enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je peux rester encore un peu. Il n'y a pas de problème. Dernière question. Ouais. J'ai une dernière question pour clôturer ça, c'est quel est ton conseil pour les jeunes, pas que les amateurs, mais surtout les jeunes qui veulent passer pro, qui ont vraiment un projet professionnel dans le golf ou dans n'importe quoi d'ailleurs. Joueur ou enseignant? Joueur, quel est ton conseil? Enfin, non, pardon, ça peut être enseignant aussi. Mais quel est ton conseil pour qu'ils s'améliorent ou pour qu'ils se fassent une plateforme dans le marketing et dans les réseaux sociaux? Attends, alors, il y a plusieurs questions dans ta question là. Quel conseil je donnerais à un jeune joueur qui souhaite devenir joueur professionnel? Ouais, on va dire On va ça. commencer par ça et puis après on peut parler, on peut faire une deuxième question. Quel conseil est-ce que je donnerais à une personne qui souhaite développer l'aspect marketing? Le deuxième, c'est il veut aller chercher des sponsors. Ok, Il veut se créer un réseau, mais sauf ok, j'ai compris. à côté. Donc, pour répondre à ta première question, donc, quel conseil est-ce que je donnerais à un jeune joueur? Ça dépend de l'âge, mais à un jeune joueur qui souhaite devenir joueur professionnel. Alors, le conseil, il va être orienté, Théo, si tu me le permets, à pas seulement le joueur, mais également l'entourage, les parents. Donc, le conseil premier que je donnerais à l'entourage, les parents, c'est il faut absolument, ça c'est la règle numéro 1, il faut absolument que le golf reste fun. Et là, je pèse mes mots quand je dis que c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes les grands champions qui ont réussi, les joueurs du circuit européen, ils vont tous te parler de cette notion d'amusement et de fun. Ils vont te dire quand j'ai grandi, quand je jouais au golf, c'était fun. C'était pas du travail. Oui, il y a des entraînements qui étaient difficiles, mais pour la majorité du temps, j'ai pris du plaisir à aller jouer et à aller m'entraîner. Donc, ça, c'est un conseil qui est plutôt orienté à l'entourage du joueur, que ce soit les parents, le coach, peu importe. Il faut que ça reste fun et amusant. Donc, il faut trouver des moyens. En fait, non, ça, c'est mauvais ce que j'allais dire, parce que quand tu amènes le gamin au golf, déjà, tu vois si ça lui plaît ou pas. Mais après, il faut trouver des systèmes d'entraînement pour que ça reste fun, pour que ça reste amusant. Si je m'adresse à un joueur de golf directement, à un jeune joueur, je dirais que mon conseil numéro 1, ce serait de développer des habiletés de compétition. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes jeune et que vous passez votre temps sur un practice en train de taper des balles, vous n'allez pas aller au bout de votre potentiel. La chose que vous devez développer, c'est les habiletés de joueur. Et donc, du coup, tu sais, moi, je suis de l'époque où je voyais Victor Dubuisson en Grand Prix. Donc, Victor Dubuisson qui a eu la carrière qu'il a eue, elle n'est pas finie, elle est loin d'être terminée. Mais quand je dis la carrière qu'il a eue jusqu'à présent, il a joué la Ryder Cup, un des meilleurs joueurs au monde. Il a été top 15 à un moment. Il a gagné le Turkish Airlines à plusieurs reprises. Il a failli gagner le WGC. Et donc, Victor est du même coin que moi dans le sud de la France. Et ce que Victor faisait très bien, il a été critiqué par pas mal de personnes pendant un moment parce qu'on le qualifiait de non-bosseur. On disait Victor, ce n'est pas un bosseur. Et c'est probablement la plus grosse connerie qu'on pourrait dire sur Victor parce qu'en fait, il bossait, mais il bossait à sa façon. Et sa façon, c'était de jouer et de développer des habiletés de joueur. C'est ça que Victor a fait pendant des années quand il était jeune. Entre l'âge de 10, 11, 12 ans jusqu'au moment où il est passé pro. Quand il faisait les Grands Prix, quand je le voyais en Grand Prix, il faisait toujours des pétanques avec ses amis. Il se mettait dans les endroits improbables. Il se mettait derrière un arbre, il chippait avec une balle. Il faisait des approches-potes, il prenait une balle, un club, un putter, et il s'amusait à aller autour des greens et à faire son meilleur score aux approches. Ça, c'est des habiletés de joueur. On se met en position et en condition de jeu. Il jouait des fois à 3-4 avec des potes à lui qui ont le même âge. On n'est pas du même âge, donc c'est pour ça que tu vois, on ne fréquentait pas forcément les mêmes joueurs, mais à cet âge-là. Mais je suis un peu plus âgé que Victor. Mais Victor a développé ses habiletés de joueur dès le plus jeune âge. Victor pouvait passer une journée où il pouvait jouer 36 trous dans une journée. 36 trous, c'est dépendant du joueur et avec qui il joue. Ça peut être entre
entre 6 heures et 8 heures de golf par jour. Hein. Et il pouvait enchaîner 36 trous comme ça tous les jours et aller jouer, 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 jouer. Et donc, il faut qu'on ramène ça. Il faut qu'on instaure ça chez la philosophie du jeune joueur. Il faut que ça soit fun. Et fun, pour moi, ça passe aussi par le fait de se mettre en condition de jeu. Sur le parcours, en dehors, à l'entraînement. Tu es au practice? OK. Tu as une partie qui est consacrée à la technique avec ton coach? OK, très bien. Mais tu es sur le practice, fini, prends la… Tu sais, quand j'étais au basket, quand j'étais gamin, la moitié de mes entraînements étaient consacrés au jeu. Au jeu. Et c'est là où je m'amusais le plus. Il y avait la moitié de l'entraînement qui était consacré aux ateliers, etc., qui était fine, OK. Mais je trouvais de l'amusement là-dedans aussi parce que j'aimais le basket. Mais la deuxième partie de l'entraînement était toujours consacrée au jeu. Et donc, la pire chose qu'un joueur, un jeune joueur surtout, peut faire, c'est de rester coincé dans un système d'entraînement répétitif sur le practice et sur les zones de petits jeux où il fait tout le temps la même chose. Il y a un moment pour ça. Il y a un moment pour ça. On doit développer la régularité dans la mécanique du joueur. Il y a un moment pour ça. Mais il y a surtout un grand moment qu'on doit développer chez les joueurs. On doit développer la créativité. On doit développer les habilités de compétitivité, donc où le joueur se retrouve face à un autre. Et il dit, tu sais quoi, le premier qui touche le 100 mètres, hein, il a gagné. Et le perdant, il paye le coup à boire derrière au bar. Alors, quand tu es jeune, tu payes un cacolac. Donc, mais tu sais, quand tu es jeune et que tu as 5 euros dans ta poche, hein, et c'est l'argent de poche que, tu vois, que tes parents t'ont donné quand tu as 12, 13, 14 ans, et que tu vois, tu te mets en position sur un practice et tu dis le premier qui touche le panneau à 100 mètres là, gagne et celui qui perd, il va payer le coup à boire derrière. Je peux dire que le gamin qui a 5 euros dans sa poche, ça va l'embêter de perdre le match. Donc, du coup, dès le plus jeune âge, tu développes ce qu'il va retrouver plus tard sur le parcours d'une façon différente. Tu vois, moi, tu sais, quand j'étais jeune, j'adorais le putting. Je détestais le practice. Je détestais le practice. Mais j'adorais le putting. Et ce que j'ai rapidement fait quand j'étais au putting, et rappelle-toi que je te dis que mon père, c'est pas parce qu'il n'avait pas les moyens, parce qu'il les avait, mais il a fait exprès de ne pas me payer mes balles, mes tournois, etc. Ce que j'ai commencé à faire sur le putting, parce qu'à Sainte-Maxime, on a un putting sur 3 plateaux, je passais 4 heures par jour sur ce putting green à chipper, à putter. C'est devenu ma partie forte du jeu. Parce que je m'amusais avec une balle, 2 balles, à chipper autour du green et j'aimais jamais faire la même chose tout le temps. Et quand je voyais un mec arriver et que je voyais qu'il avait une Pro V1, puisque moi, je ne pouvais pas me payer les Pro V1, j'allais le voir et je lui dis, ça te dirait un petit match sur 9 trous? Qu'est-ce qu'on joue? Bon, ta balle contre la mienne. Et là, moi, j'avais ma Pro V1 contre la sienne. Alors après, il y a des petites techniques d'arnaque où tu fais semblant de mal jouer un peu au début pour le mettre en confiance et tu te dis, vas-y, on joue 2 balles si tu veux. Ça, c'est… Mais développe tes habiletés de joueur. D'accord? Et donc, pour développer les habiletés de joueur, il faut toujours avoir un petit truc, un petit enjeu. Tu vois? Toujours avec ses potes, faire un pari. Tu perds, bon, tu n'as pas les moyens de me payer le coup à boire derrière? Ok, tu fais 20 pompes derrière. Tu perds, tu fais le tour du practice en courant. Tu vois, enfin, il y a toujours un truc, mais développer les habiletés du joueur et mettre le jeu en avant. Je te dis ça parce que dernièrement, j'ai eu un jeune joueur qui est venu me voir, qui m'a dit, oui, je veux passer pro, je suis dos d'un ex. Alors j'ai dit, ok, super. La première chose que je veux que tu fasses, c'est que je veux que tu me racontes ta journée. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas au golf? Et il m'a dit, voici ma journée. J'arrive le matin à 8 heures au golf. Je passe 3 heures au practice. Je m'entraîne pendant 3 heures au practice sur mon swing, je me filme. Si j'ai accès à un TrackMan, je m'entraîne avec le TrackMan. Tu vois, boum, je travaille mon swing. Je déjeune, je fais 1 heure de putting et ensuite je vais faire 18 trous. Alors j'ai OK. Ce que tu vas faire la semaine prochaine, c'est que tu vas faire l'inverse. Tu vas commencer par faire 18 trous et tu vas ensuite, je vais te montrer un système de feedback. Donc, bon, il n'a pas 12-13 ans, le gamin, il avait 18-19 ans. Et je lui dis, tu vas finir ta partie de 18 trous et je vais te montrer comment évaluer ta partie. Et tu vas ensuite t'entraîner sur les choses qui n'allaient pas dans ta partie. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Le matin, quand le gamin il se réveille, il va faire ses 18 trous, il pense à une seule chose, scorer. Tu sais quoi? Va scorer. Avant de passer pro, il faut que tu aies la capacité de jouer sous le par régulièrement. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Non. Donc, va jouer tous les matins, tu vas jouer 18 trous et ta seule chose en tête, c'est de scorer avec le jeu que tu as le jour J. Ouais, avant de penser. Ouais, ta balle, elle va à gauche, je veux que tu me sors un score avec ta balle à gauche. Si ta balle, elle va à droite, tu me sors un score avec ta balle à droite. Le matin, tu te réveilles, tu vas t'échauffer 15-20 minutes. D'accord? Tu vas faire tes 18 trous et tu penses qu'à une seule chose, c'est scorer. Et ensuite, tu déjeunes. Je vais te montrer mon système de feedback.
Tu vas mettre ce système de feedback en place. Tu vas retenir 3 choses positives de la journée qui ont été superbes et 3 choses que tu dois améliorer. Et les 3 choses que tu dois améliorer, tu vas les bosser l'après-midi. Et il a réalisé 2 choses. La première chose, c'est que ses scores n'avaient plus rien à voir. Il a amélioré ses scores parce que ce qui se passait avant dans son système d'entraînement, c'est que l'après-midi, quand il allait sur le parcours, tu sais ce qu'il faisait? Il pensait au swing qu'il avait travaillé le matin. Donc, il travaillait 3 heures au practice le matin et l'après-midi, il essayait de le mettre en pratique sur le parcours. N'importe quoi. Tu vois, il jouait 18 trous l'après-midi, il essayait de trouver la position de swing l'après-midi. Tu vois, j'arrive pas à trouver la position que j'ai bossé 3 heures le matin. Je dis, ça sert à rien, tes 3 heures le matin. Tu vois. Par contre, les 3 heures l'après-midi, là, ça peut servir à quelque chose, tu vois. Donc, et encore une fois, je m'adresse à un joueur qui veut, tu vois, qui a des envies de passer pro. Et donc, du coup, c'est un cas particulier, mais il veut passer pro et le gamin, il ne sait pas scorer sous le par. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est on doit lui permettre de scorer sous le par et d'apprendre à scorer sous le par en n'ayant pas son meilleur jeu le jour J. Parce que les pros de golf à la télé, quand tu les vois tous les jours jouer toutes les semaines sur le circuit, les mecs, ils jouent pas ils sont pas au 100% de leur forme technique, physique, mentale, stratégie de jeu pendant 4 tours. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et le mec qui arrive à mieux jouer à la fin de la semaine, c'est celui qui arrive à tirer le meilleur de son jeu le jour J. C'est ça le golf. Peu importe que tu te sentes bien ou mal, il faut que tu apprennes à jouer avec ça. Et donc, quand tu t'entraînes à scorer comme Victor Dubuisson l'a fait pendant un long moment où il faisait ses 36 trous par jour, qu'est-ce qu'il faisait, Victor? Il apprenait à scorer. Il apprenait à être créatif. Est-ce que le gars, quand il met sa balle dans les bois et qu'il doit traverser 2 arbres en montant une balle basse avec un fair set parce qu'il est à 130, 140 mètres et que donc, du coup, il doit faire un swing à 3/4, balle sur le pied arrêt, tu peux le faire ça au practice? Non. Tu vois? Donc, il faut développer ces habilités-là et ensuite t'entraîner sur ce qui va passer. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, tous les jours, donc, dans le cas de ce joueur en particulier, il a amélioré son système de scoring. Donc, il a commencé à jouer régulièrement sous le par et il est sur le point de passer pro. Il va passer ses cartes. Et la deuxième chose, c'est qu'il a coupé son entraînement l'après-midi en 2. Donc, au lieu de s'entraîner 4 heures, il a réalisé qu'il pouvait mieux s'entraîner en 2 heures qu'en 4 heures. Donc, du coup, investissement de temps qualitatif. Et on a complètement éliminé cette notion que pour devenir joueur de golf professionnel, il faut que tu passes 1000 heures sur un practice de golf. Ça, c'est voilà. Donc j'espère que j'ai pu t'apporter quelques réponses à travers ta question sur le jeu. Pour répondre rapidement, avant que j'aille faire mon live avec Alex Lévy. Alors déjà, je voudrais te dire à toi, Théo, je sais que je te l'ai dit en off, mais parce que là, maintenant, on va parler de l'aspect marketing pour un jeune golfeur dans ta position qui a 17 ans ou peut-être moins et qui a envie de faire partie du golf. Il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Tu sais, moi, à 17 ans, je ne savais pas que j'allais être là où je suis aujourd'hui. D'accord, à 17 ans, j'avais toujours cette notion de peut-être que je peux jouer en NBA. Donc, je suis parti sur une avenue complètement différente. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que déjà, les jeunes, faites ce que fait Théo. C'est-à-dire que se mettre dans une position inconfortable, comme tu le fais, Théo, et je le sais parce que ça a été mon cas quand j'ai démarré, où tu es devant la caméra et tu es un peu mal à l'aise, tu ne sais pas trop quoi dire, tu veux te reprendre. Des fois, tu fais une phrase et tu dis j'aurais pu mieux la faire. Et des fois, tu veux arrêter l'enregistrement. Et ça, je la connais. Le nombre de fois où ma femme était derrière la caméra et que j'ai fait redémarrer le « Bonjour, je m'appelle Lewis Wallace et je suis coach de golf professionnel ». Juste cette phrase-là, il y a un moment, j'ai dû la répéter 50 fois devant une caméra avant de dire en fait, celle-là, elle était pas mal. Et tu sais, ce qui m'a vachement amélioré, pour faire un petit aparté, c'est ce qui m'a vachement aidé, c'est le jour où Facebook a sorti Facebook Live. Donc, les live vidéos. Les live vidéos, c'est la première chose c'est la meilleure chose qui m'a aidé pour la vidéo parce que j'ai été un des premiers pros en France à utiliser Facebook Live pour mettre en avant la pédagogie, le golf, etc. Et donc, du coup, quand j'ai allumé sur le bouton live, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, Lewis, tu fasses une erreur ou non, tu peux pas retourner en arrière là. Tu peux pas juste arrêter la vidéo et la redémarrer parce que c'est un live. Donc, si tu dis une connerie ou pas, tu vois, j'en suis sûr que j'en ai dit plein pendant ce moment qu'on a passé ensemble, mais c'est authentique, c'est vrai. Et les gens, tu sais quoi? Ils apprécient le côté authentique et le côté vrai. Et ils apprécient quand c'est naturel. Et tu sais quoi? Les gens, quand ils regardent les vidéos, ils aiment bien des fois quand les mecs ils se loupent un peu parce qu'ils se disent ah, ils sont humains. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive à tout le monde de se louper. D'accord? Et les gens n'aiment pas la perfection. Déjà, la perfection, ce n'est pas atteignable, mais en plus de ça, les gens, enfin, tu vois, ils accrochent plus au côté authentique et passionné. Ce matin, je suis parti sur un live d'une heure et demie, ça devrait durer 45 minutes.
ça durait 1h30 et les choses que je recevais à la fin en commentaire, c'est « Ah, la passion quand tu nous tiens. Ah, Lewis, t'es passionné. Tu vois, on adore ça, machin et tout. » Est-ce que ça a été mon meilleur live? Non. D'ailleurs, juste après le live, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, au milieu du live, là, j'ai dit une connerie, j'aurais pas dû le dire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai décidé d'approcher ma philosophie de live sur toutes mes vidéos. Donc, quand j'appuie sur le bouton enregistrer, j'ai dit, tu sais quoi, Lewis, c'est un live. C'est un live. Donc, je parle de ça parce que du coup, j'encourage toutes les personnes qui veulent faire quelque chose dans le golf, que ce soit le jeu ou autre, à faire ce que fait Théo et à se mettre comme ça devant la caméra et à discuter et à interviewer des personnes. Et quand vous avez des personnes dans le milieu du golf comme moi qui ont appris de ces erreurs et qui ont été vers l'avant et qui ont eu des idées, il y a des idées qui n'ont pas marché, mais vraiment pas du tout. Il y a des choses que j'ai entreprises qui n'ont pas marché du tout. Il y en a d'autres qui ont mieux marché. Mais moi, quand je suis face après à un jeune qui me contacte, comme toi Théo, et qui me dit « je voudrais bien faire un live, etc. », on ne peut pas dire non. Donc, n'ayez pas peur d'aller vous rapprocher de joueurs. Tu sais, je reparle de Victor Dubuisson. Victor Dubuisson, un jour, il y a une école de golf qui l'a contacté et qui lui a dit « Victor, est-ce que un jour tu pourras intervenir sur notre école de golf qui est à 15 minutes de chez toi ?» Et le gars, il a débarqué un mercredi après-midi sans que personne ne le sache. Il a passé toute l'après-midi avec les enfants de l'école de golf. Enfin, tu vois, magnifique. Qu'est-ce que la personne a fait? Elle a demandé. Waouh! Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça n'a pas été compliqué. Comme moi, quand je suis allé voir les joueurs sur le circuit européen, je leur ai demandé. Donc, la première chose qu'il faut développer quand tu es jeune, c'est d'éliminer la peur de l'échec et de comprendre que peu importe ce que tu entreprends, le plus important, c'est d'y aller. C'est d'y aller et d'avoir un papa comme le tien et un papa comme le mien qui nous encourage à dire « vas-y ». Et le résultat, on en parlera après. Et si tu te prends une porte, t'inquiète pas, je suis là, je te dirai comment on va s'en sortir, je te montrerai comment on peut faire. Et je m'en suis pris des portes aussi. Et il y en a où mon père a pu m'aider, et puis il y en a où j'ai dû m'aider tout seul, parce qu'il n'avait pas l'expérience, où il n'avait pas les notions dans le domaine où je me suis loupé. Et donc, du coup, c'est ça qui est plus important. Éliminer la peur de l'échec et foncer sur une idée qu'on a. Donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, 15, 16, 17 ans, un exercice que vous pouvez faire, c'est tout simplement, juste après avoir regardé cette vidéo ou pendant, prenez une feuille, ça sera toujours mieux. Alors, je sais que pour les jeunes, on est là-dessus, mais prenez une feuille et marquez sur une feuille quelque chose qui vous passionne dans le golf. Ça peut être greenkeeping, ça peut être, tu vois, l'entretien de terrain, ça peut être tu vois, création de tournois. Ça peut être, enfin, ce qui est bien dans le golf, c'est qu'il y a tellement de choses. Marquez quelque chose qui vous passionne dans le golf. Ça peut être les réseaux sociaux, comme le fait Théo, à travers des vidéos comme ça, des entretiens. Pardon. Notez ce qui vous plaît. Et ensuite, notez quelles sont les choses que vous pouvez faire dès cette semaine, que vous pouvez mettre en place pour activer ce qui vous passionne. Donc, par exemple, c'est de dire, OK, moi, ma passion, comme Théo, c'est de faire un podcast. Moi, je voudrais vraiment faire un podcast avec des joueurs du circuit. Je les adore, tu vois, les joueurs du circuit. Waouh, ce serait génial si un gamin comme moi, j'ai 16-17 ans, je pourrais faire un podcast avec un joueur. OK, parfait. Je note ça. Juste en dessous, si tu es bien accompagné comme tu l'es avec ton papa, c'est superbe. Si tu ne l'es pas, tu notes 3 actions que tu peux faire dès demain pour activer ce podcast. Donc, par quoi il faut démarrer? Déjà, apprendre à comment sortir un podcast. Donc, aujourd'hui, il y a des applications qui existent. Tu les connaîtras mieux que moi. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Anchor, tu vois, A-N-C-H-O-R, où tu peux lancer ton podcast sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes et tout machin, en un clic. OK. Donc, ma première chose, c'est que je dois télécharger cette application-là pour me permettre de lancer mon podcast. Okay. La deuxième chose, c'est quoi? J'ai besoin d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un micro pour enregistrer mon podcast. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je dois contacter une personne qui serait d'accord pour faire le podcast avec moi. OK, parfait. Contacte 5 personnes. 5 personnes. Si tu en as 4 qui te disent non, mais tu en as un qui te dit oui, déjà les 4, ils sont cons. Mais si sur les 5, tu en as 4 qui te disent non, alors peut-être qu'il y en a qui vont te dire j'ai pas le temps, etc. Bon, OK, ils ont des excuses. Et si sur les 5 que tu contactes, tu en as un qui te dit oui, tu as ton premier podcast. Tu fais ton premier podcast, tu as ton invité. Peu importe si ton premier podcast il est le meilleur ou pas, ce n'est pas le sujet. C'est qu'en l'espace de 1 semaine, tu as sorti ton premier podcast. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et crois-moi quand je te dis, les past winners, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'Africa Bank Mosh Open. Je t'avais dit qu'on avait contacté les past winners, tu t'en souviens quand je t'avais parlé de ça, pour faire des lives. Ouais. Il y a 3 joueurs, je ne les connaissais pas. 3 joueurs, comment je les ai contactés? Par Facebook. Les gars, je ne les connaissais pas. Je leur ai envoyé un message sur Facebook. Salut, je m'appelle Lewis Wallace.
je suis ambassadeur d'héritage, tu as gagné l'événement en 2017. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse faire un Facebook Live pour revenir sur ta victoire de 2017. Si ça t'intéresse de revenir sur un moment qui a été déterminant de ta vie, qui t'a procuré beaucoup de bonheur et que tu veux passer 5 minutes pour en parler, dis-moi si ça t'intéresse. Bien sûr que le mec, ça va l'intéresser. Ouais, j'ai envie de parler de ma victoire. J'ai envie de dire à tout le monde à quel point c'était cool. Ok, parfait. On organise le live la semaine prochaine. Pas une seule personne que j'ai contactée m'a dit non. Parce que je l'ai abordé de la bonne façon. Donc, pour en revenir au gamin qui veut faire son podcast, je prends un exemple, et après, tu as compris que ça peut être valable dans tous les domaines. Tu listes ce que tu voudrais faire, et ça peut changer à travers le temps. Peut-être qu'à 17 ans, tu veux faire un podcast, et peut-être que dans 5 ans, tu veux devenir directeur de golf. T'en sais rien. Mais peu importe. Tu listes ce que tu veux faire maintenant, et juste en dessous, tu listes 3 actions que tu peux faire dès demain qui vont te permettre d'avancer vers cet objectif que tu t'es fixé, cette envie que tu as. Et chaque action, il y a des actions qui se déclinent. J'ai besoin d'un invité. Tu contactes 5 personnes que tu admires, 5 personnes qui t'inspirent. Ça peut être des joueurs, ça peut être des entrepreneurs du golf, ça peut être Pascal Grisot, le numéro 2 de la Fédération française de golf. T'en sais rien. Et tu sais ce qui va se passer? Tu seras surpris par le retour. Tu seras surpris parce que beaucoup de gens ne font pas les choses parce qu'ils ont peur de la réponse négative. Ils ont peur de se prendre une porte. Donc, ils se disent, pourquoi est-ce que moi, j'ai 17 ans, pourquoi est-ce que je contacterais Pascal Grisot, le numéro 2 de la Fédération française de golf, qui va devenir bientôt président de la Fédération française de golf? Pourquoi est-ce que cette personne-là me dirait oui? Et la réponse est, pourquoi est-ce qu'il dirait non? Pourquoi est-ce que Pascal Grisot dirait non? Toute sa politique aujourd'hui pour devenir président de la Fédération française de golf est tournée vers le jeu. Et les enfants, les juniors, font partie de sa stratégie de développement du golf. Donc, de faire un live avec un gamin de 17 ans qui démarre un podcast, ça va tout à fait dans sa ligne de politique aujourd'hui, dans ce qu'il a envie d'encourager dans le golf français. Et tu sais quoi, c'est complètement différent de ce qu'il est en train de faire quotidiennement avec des médias comme le nôtre, comme le Journal du Golf, avec qui il a l'habitude de traiter depuis des années. C'est différent. Donc, peut-être que tu auras un oui, peut-être que tu auras un non, mais ce n'est pas la question. Il faut éliminer la peur d'y aller. Vas-y. Et plus tu vas y aller, et plus tu seras surpris de plus tu vas gagner confiance en toi, et plus ça va t'aider ensuite à ouvrir tes ailes sur d'autres choses. Merci Lewis. Super. Avec plaisir, les gars. Avec plaisir.